Respect. 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 Tu vois, c'est incroyable. C'est chez toi ou t'es rentré par la fenêtre? C'est chez moi. Oh là là, mais tu vois. Ta belle, tu nous manques. On vient. On est la barre de cette musique. Ah mon Kamel. Comment tu vas, mon boudin? Ça me fait plaisir, écoute, c'est bien. Ça fait plaisir que tu sois là. Mais combien ça coûte? Tu sais ce qui fait plaisir? C'est que tu sois là. Pour moi, t'as pas c'était autant. Ah ouais, bah tu sais, le métro. Non, on m'a dit, hein. Boudin, à l'heure. Ouais, dans le métier, on m'appelle à l'heure. Ah, Ça va? On est où là? allez, viens, on descend. C'est écrit en anglais et tout. Kamel. Respect. Respect. Donc, nouveau numéro du podcast Respect. Aujourd'hui, un invité encore spécial par plein de choses. Déjà, sa taille et sa ponctualité. Je suis ravi, mais ravi de recevoir notre ami Boudère. Enchanté. Mais c'est partagé, Kamel, tu sais. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit rends-moi mon argent, je t'ai dit je l'ai pas. Après tu m'as dit viens faire l'émission, je t'ai dit oui. C'est d'un commun accord. Non mais c'est vrai, c'est plein de choses. Cette rencontre symbolise plein de choses. On s'est rencontrés il y a 15-20 ans, je crois. 20 ans. J'étais venu te voir, Ouais. c'était au Zénith de Paris. Ouais, on a parlé avec Gad là. Ouais. Et voilà, donc ma présence est obligatoire, j'ai envie de dire. Ah, c'est bien. Moi, j'aime la symbolique parce que on avait des gens en commun. Tu as bossé avec des gens que je connaissais bien. Et la symbolique, j'aime. Et j'aime les gens. Moi, je m'impose un truc dans la vie, c'est que je n'oublie pas. Ah, Je n'oublie pas. Et je pense que les gens oublient facilement et encore plus oublient le bien. Et moi, j'ai que des bons souvenirs avec toi et je n'ai pas oublié. Et le fait que, quand j'étais au téléphone, j'ai senti que c'était un peu réciproque, oui. eh ben, ça m'a fait plaisir. Pas un peu, beaucoup même. Le but de ce podcast, c'est pas d'amener des gens, de parler leurs promos, tout. C'est d'amener des gens avec qui j'ai envie de parler, que je respecte en tant qu'individu, leur parcours, tout. Et avec qui j'ai envie de parler, c'est une conversation. C'est ça. Ben, c'est ce qui m'a séduit. Parce que bon, là, je suis en pleine promo de Zénith, de trucs, de ceci, de cela. Et quand tu m'as dit non, mais viens, on parlera pas de promo là. Non. On discute, on oublie les caméras, on boit un fécard ensemble. Ouais. Bon, tu m'as mis de l'eau après, ça, pour des raisons. Ça couvre pas l'argent que tu dois, donc on a mis de l'eau. Pour des raisons budgétaires, je veux bien comprendre. Non, mais oui, mais c'est ce qui est intéressant. Puis là, on est à la maison. C'est ça. Ton décor est vrai, quoi. C'est pas un décor, c'est un appartement. C'est un appartement, c'est vrai. Donc voilà. Donc il n'y a pas de côté promo. Moi, c'est Boudère, l'homme qui m'intéresse, parce que c'est d'abord Boudère, l'homme qui m'a plu avant la carrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors moi, je te vois aujourd'hui, je suis ravi de te voir un peu partout. À chaque fois que je te vois, avant que tu sortes la vanne, j'ai un sourire parce que ça me fait plaisir, tu vois. Et je me dis, ok, ce Boudère-là, on le connaît, tout va bien. Viens, on parle de Boudère. Avant tout ça, comment ça ce qui fait ta force aujourd'hui, je suis sûr qu'à un moment donné, c'était un handicap. Parle-nous de ce Boudère pré-carrière, et après, je te pose une autre question. Vas-y. Bah, ce Boudère pré-carrière, c'est... t'as connu ça aussi avant de d'éclore, donc forcément, on y croit, on est le seul à y croire. Au milieu d'une famille, au milieu d'un quartier, au milieu de potes. On est le seul on a un petit coin dans nos têtes qui nous dit tu y arriveras. Juste continue. Alors, moi, je suis d'une époque juste après Jamel. Donc exact. Et Gad, ouais. Ouais. Moi, Ouais. Pas longtemps après. Hein. Non, pas très longtemps après, Ouais. mais c'était... Alors, Jamel, Gad, Eric et Ramzy nous ont fait du bien et en même temps, ils nous ont fait du mal. Pourquoi ils nous ont fait du bien? Parce que bon, ils nous ont montré que tout était possible. Ouais. Et qu'ils ont cassé la porte pour laisser rentrer les autres. Et ils nous ont fait du mal inconsciemment parce que dès que moi j'arrivais, je faisais mes sketchs à moi, quoi. Je faisais mes trucs dans les scènes ouvertes. On me disait, ouais, c'est drôle, mais est-ce que tu peux faire comme Jamel? Est-ce que tu peux faire comme Eric et Ramzy? Ouais. C'est-à-dire que voilà,
on me demandait de faire des choses qui existaient déjà. Ouais. Donc, quelque part, ça nous a... Je dis non, mais moi, je fais autre chose. Je parle pas de mes parents. Moi, je peux parler d'autre chose. Non, ouais, mais tu peux bégayer un peu. Non, non, mais moi, je suis Boudère. Enfin, j'ai ma personnalité. Je dis, ouais, mais nous, on cherche le nouveau Jamel. Enfin, j'étais déjà un peu dans ce truc-là. Et mais bon, voilà, moi, T'es venu comment au stand-up? Ça commence comment? Alors, je te jure que je suis venu... Plein de gens pensent que depuis que je suis petit, j'ai envie de faire ça. Moi, je suis venu dans le monde du spectacle par frustration. Moi, c'est la frustration qui m'a emmené dans ce truc-là. Okay. Pourquoi? Parce qu'à la base, moi, j'ai fait des études de comptable. Je suis comptable. Je suis aide-comptable. Forcément, j'ai vite compris qu'on est dans un pays où il faut avoir plusieurs clés, un trousseau de clés. Il ne faut pas s'arrêter que aux études, il faut avoir plein d'autres choses. Moi, je voulais m'imposer dans cette société. Je voulais avoir un travail, je voulais être pas loin d'un chauffage, je voulais mettre bien mes parents, je voulais que mon père arrête de payer le loyer, que je le paye moi, pour me sentir concerné dans ma famille. Enfin voilà, j'ai vite compris que travailler, c'était important. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'ai passé mon BAFA, j'étais éducateur de rue après, parce que j'ai passé un BTEP. En parallèle, j'ai fait la fac, en compta, et j'ai vu qu'à la fac, quand j'arrivais, c'était compliqué d'avoir des copains, parce qu'ils pensaient que j'étais là pour vendre du shit. Donc c'était très compliqué. Et on me renvoyait toujours à mes origines, on me renvoyait à mon quartier, on me renvoyait à mon physique. Quand je venais pour faire des entretiens d'embauche, on me disait non, mais attends, franchement, tu sais, j'avais mis dans mon CV, dans la case loisirs, que j'avais des diplômes d'éducateur, d'entraîneur de foot et tout, pour m'occuper des gamins. Le foot n'était qu'une vitrine, c'était vraiment pour m'occuper des gamins socialement. On me parlait que de ça. Jusqu'à que ça m'a vexé, je l'ai enlevé de ma case loisirs de CV. Parce qu'à chaque fois que je parlais de ça, je leur disais, voilà, moi je veux être comptable. D'accord, là, je suis éducateur de rue le week-end, mais moi je veux être comptable. Et on me renvoyait toujours à cette case-là, on me disait, non, mais tu sais qu'on a besoin de gens comme toi, pour calmer les gens comme toi. Donc c'était... ça m'avait beaucoup blessé. Et comme je ne trouvais pas de place en compta, ensuite l'éducateur de rue, à un moment donné, au bout de 10 ans, je voyais que ça avançait pas. Moi, quand je demandais un local pour faire des CV et pour une imprimante, parce qu'à l'époque, imprimante, cartouche, ça coûtait cher, pour faire les CV, les lettres de motivation, pour mettre les mecs de chez moi, pour les aider à faire des trucs. À la place, on me donnait des places, pour aller à Euro Disney. Je dis, nous, on s'en fout de Mickey, parce que Mickey, c'est pas... Mickey et Minnie, plutôt, non. C'est pas de la famille. Ils ne sont pas de chez nous. Ils comprennent pas ce qu'on dit. Et je leur disais, moi, j'ai des mecs de 40 piges qui cherchent du travail. Toi, tu leur donnes des places pour aller voir une parade. Ça n'existe pas. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi une volonté que ça ne s'arrange pas, en fait, dans les quartiers. Alors, moi, je ne suis pas de banlieue. Moi, j'ai grandi dans le 19e, dans le 10e arrondissement, à la Grange Aubel. Ah ouais. J'ai beaucoup traîné en banlieue grâce au football. D'accord. À Aubert, exactement, à Aubervilliers, à Montfermeil. D'accord. J'ai un lien avec la banlieue via le football, via les potes, via le quartier, via les rencontres. Et sinon, moi, je suis de la Grange Aubel. Et le football, c'est une arnaque ou t'es vraiment... Non, j'étais vraiment bon, moi, au foot. Non, j'étais vraiment en tant bon, qu'entraîneur ou joueur? En tant que joueur, jusqu'à qu'il grille la triche. Bah. Parce que j'ai joué 8 ans en moins de 12 ans. Et en tant qu'entraîneur, oui, parce que moi, j'aimais les gamins. Moi, j'étais plus pour le football associatif et social. Mais après, on se connaît, on connaît les mecs. J'ai beaucoup suivi le foot amateur. Il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis. Tu dis, tu étais comptable et tu voulais être comptable. Ouais. D'accord. Alors ça, jusque-là, tout va bien parce que je me dis, même au niveau des parents, c'est très sécurisant. Mon fils, il est comptable, tout va bien. Mais quand tu as la bascule où tu réalises que tu veux plus être comptable et que tu veux passer au stand-up, c'est quoi la réaction des parents, en fait? Alors moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont, surtout un papa, qui m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, fais-le à fond. D'accord. Il faut juste que ça soit, juste ramène pas la police. D'accord. Que ça soit toujours dans le licite, pas dans le licite. Donc pas de souci. Pas de souci. Après, peu importe ce que tu fais, fais-le à fond. Juste n'abandonne pas. Il m'a très vite expliqué que la plus grande des maladies, c'est le regret. C'est quand on regrette de ne pas avoir fait quelque chose. C'est une chance. Je pense que mon père aussi, à un moment donné, a dû avoir des regrets dans sa vie ou des choix de vie qu'il regrette. Il n'a pas voulu ça pour ses parents. C'est ce que je dis aujourd'hui aussi à mon fils. Se dire, voilà, fais des choses, regrette pas parce que tu les fais.
celui qui ne trompe pas, t'as ceux qui font et ceux qui font et ceux qui racontent ce que font les autres. Ouais. Et moi, je préfère que tu sois parmi ceux qui font. Et donc voilà, et après, comme j'ai pas trouvé ma place ni en éducateur sportif, ni en compta, je faisais du théâtre d'impro. Tu D'accord. vois. Et à un moment donné, je regardais la télé et là, je vois un mec comme nous. Je vois un mec comme nous. Je vois des mecs comme nous. Je vois un mec qui s'appelle Kamel, Alliance Ethnique, qui fait du rap que j'aime. Et je dis, mais c'est une belle voiture, comment il a fait? Bah, il a chanté. Ah ouais. Il y a Jamel qui passe avec une Ferrari, mais comment il a fait? Bah, il a fait des vannes. Parce que moi, dans mon époque, ceux qui étaient à la télé, ils n'étaient pas payés pour moi. Ils venaient Exact. pour nous divertir. Ouais. Donc, j'avais pas ce truc de droit d'auteur, Ah ouais, de ouais, bien sûr. truc, de ceci, de cela. Donc, pour moi, c'était... ah ouais, il fait rire, il est payé. Alors moi, je fais rire et je me fais virer des cours. Lui, il fait rire, il est payé. Donc, je vais voir. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à aller dans des... Alors, il n'y avait pas autant de salles qu'aujourd'hui. J'ai commencé à aller au Bec-Fin, au Carré Blanc, au Trévise. Là, j'ai rencontré... Classique, ouais. Ouais, voilà, j'ai rencontré d'autres obstacles qui étaient... ouais, t'es rebeu, bof, pas ouf. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? De plus en plus, j'étais en trio, moi. Donc, Tu l'as senti, ça, le côté obstacle dû à tes origines, mais vraiment. Oui, oui. Non, mais clairement. Dans Dans le le milieu métier, tu l'as artistique? senti. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Si, je te jure. Hein. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit que Eric, Ramzi, Jamel, Gad aussi avec son franc-parler. Parce qu'en fait, il y avait Smaïn. Smaïn, ça a Ouais. été le mec, moi, la première fois que À j'ai vu... l'époque du théâtre de Bouvard. Exactement, mais moi, la première fois que j'ai vu Smaïn à la télé, j'étais avec mon petit frère. Je dis, regarde, t'es moi, il y a le régisseur, il est passé devant la caméra, il va se faire éclater. En fait, on n'avait pas compris que c'était lui, la rosta. Et Smaïn, c'était une vraie star. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il fait le régisseur là? T'es moi, il est passé devant la caméra. Et oh non, il était là, il nous racontait des blagues, il faisait rire. Et quand il y a eu Smaïn, ça y est, pour eux, ils avaient le français d'origine qu'il fallait. Ouais. Donc, pas besoin d'en rajouter d'autres. Et donc, là, on a attendu bien longtemps. Il y avait Farid Chopel, paix à son âme, Ouais. qui était plus comédien qu'humoriste. Et je me suis lancé dans ça. J'ai écrit un premier spectacle qui était catastrophique. Des salles vides, plus vides que vides. Mais voilà, après, je me suis dit, écoute. T'as ça dit marchera un jour. ton papa t'a supporté, super. La maman, pareil, ou plus sur la réserve? Non, bah, la maman, tu sais, moi, je vais t'expliquer. Mes parents ne se sont jamais vus voir un de mes spectacles. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que déjà, ils croient que c'est payant. Ils ne savent pas que je vais les inviter. Non, mais il y a cette... j'ai grandi, moi, dans cette... comment on appelle ça? Pudeur. Cette pudeur. Ouais. Que, je te jure, en plus, mes parents sont des grands comédiens. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que je passe à la télé. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'en parlais juste avant. Moi, j'ai fait énormément de salles, énormément. Ouais. Le moment le plus dur de toute ma carrière, c'est quand j'ai fait le Zénith qui était comble, mais que j'avais mes parents et mes frères qui étaient juste en face, et je voyais que, en fait. Je voyais pas ces milliers de 5 personnes. 000, 6 000 Ouais. personnes. Et le groupe, il flippait parce que c'était complet. Et moi, c'était le moment de stress parce que tu as ce côté pudeur et tu sais pas vraiment comment faire. Est-ce que tu dois être toi-même? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais que tu devrais pas? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais pas avant, tu Voilà. commences à le faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Et je comprends ton approche parce que moi, c'était vraiment le moment, pas le plus difficile parce que c'est un bon moment, Ouais. mais le plus dur à gérer pour moi. Non, mais c'est clair. Après, moi, je sais que mes parents sont très fiers de moi. Ça, je le sais. je Bien le vois. sûr. Ils sont fiers de moi parce que, bon, je bosse, ils sont contents. Moi, il y a une anecdote qui m'a fait rire. Une fois, mon petit frère, je faisais l'Olympia. Mon petit frère a dit à mon père, tiens, pourquoi demain, il fait l'Olympia, prends maman et vas-y, je passe vous chercher, on y va. Mon père lui a dit, est-ce que lui, déjà, il est venu me voir au travail? C'est vrai? Mon père a dit ça à mon frère. Il a dit, il n'est jamais venu me voir au travail, moi. Alors moi, je ne vais pas aller déranger mon fils au travail. Ma mère, je sais que si elle vient, elle ne regardera pas le spectacle. Elle sera en train de faire des prières pendant 1h45 de spectacle. Parce que la maman est comme ça. Et non, ils savent que ce que je fais ne les déshonore pas. Ça, je le sais. Mais c'est ça le plus important. Parce que dans mes textes, C'est je ça. ne me moque pas de mes parents. C'est ça. Ce sont mes héros. C'est ça. Alors, mon père, je peux pas... Quand j'imite... si j'imite mon père, si je l'imite, hein,
je pourrais pas lui donner un accent, je pourrais pas lui donner des fautes de français, parce que mon père parle très bien le français. Ma mère ne le parle pas, mais elle arrivait à me déposer chez le dentiste. Elle m'emmenait faire des radios, elle m'emmenait à l'hôpital, elle m'emmenait au foot. Quand j'étais petit, elle m'emmenait en classe de nature à l'époque, elle m'emmenait à l'école. Donc, rigoler sur mes parents, je sais pas le faire, c'est pas mon style et j'ai pas envie parce que ce sont mes héros. Aujourd'hui, je suis un homme grâce à eux. Je suis en ligne avec toi. C'est marrant parce que moi, quand j'étais dans la musique, j'avais ce truc, alors qui n'était pas forcément à la mode à l'époque, où je me disais, il y a deux choses que je me disais. Primo, je peux pas dire n'importe quoi parce que ma mère et mon père vont écouter. Exactement. C'est des conneries, des trucs, je peux Ça- pas. Et la deuxième chose, et j'étais jeune, j'étais loin du but, je me disais, je peux pas dire n'importe quoi parce que si demain j'ai des enfants Exactement. et qu'ils écoutent, il faut que je sois capable qu'ils écoutent tranquille. Et mon fils, il écoute tranquille. Il peut tout écouter, je m'en fous. Ouais. Parce que j'ai eu ce souci qui est lié à ce que tu disais par rapport aux parents. On peut pas dire n'importe quoi. Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire que moi, quand j'écris un spectacle, ou quand j'écris mon film, quand j'ai écrit aussi une pièce de théâtre, c'est-à-dire que devant moi, j'ai mon père et ma mère qui sont dans la salle. Même s'ils ne sont pas là, je sais qu'ils sont là. C'est-à-dire que, en plus, ici, on est dans une époque où tu dis, aujourd'hui, on est dans une époque, encore à ton époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Et j'en suis ravi. Voilà, aujourd'hui, tu fais n'importe quelle, même une émission, n'importe quel... un mec qui te pose des questions dans la rue, en snap, ou en je sais pas quoi, peu importe ce que tu dis, ça restera, la trace restera. Ouais. C'est-à-dire que et nos enfants, qui sont des enfants comme les autres, qui consomment aussi du réseau, qui consomment aussi de l'Internet, faut qu'on les protège par rapport à ça. Ouais. Moi, ça me blesserait que quelqu'un vienne voir mon fils à l'école, il dirait hey, ton père, on l'a vu en slip, c'était marrant. Ouais. Déjà, je mets pas de slip, déjà. Je suis toujours en Normal, caleçon. normal. Mais je veux dire, enfin voilà, pour dire voilà, on se protège, mais on protège plus les autres en fait. Non, t'as raison, mais je te rejoins complètement sur ça. C'est quand la bascule où t'as eu... on parlait d'obstacles par rapport à tes origines. À quel moment t'as senti que... tu sais quoi, peut-être qu'en fait, c'est plus un obstacle. Peut-être que maintenant, ils acceptent et que ça passe. C'est quoi le... Bah, c'était quand Jamel a réussi, quand Jamel est arrivé sur Canal, là on me disait, vas-y, il nous faut un nouveau Jamel. Là. D'ailleurs, moi, quand je commençais à passer à la télé, quand je commençais à faire des émissions, quand je commençais, mon spectacle commençait à super bien marcher, quand le journal Le Monde s'est intéressé à moi, c'est ça qui m'a... J'étais de France 2 aussi, j'étais de TF1, quand je commençais à avoir un peu ce qu'on appelle le vent en poupe, la lumière sur moi, c'est ce qui revenait souvent. Vous êtes le nouveau Jamel, vous êtes Jamel numéro 2. Moi, ça m'a jamais dérangé, parce que je préfère être comparé à Jamel qu'à Casimir, par exemple. Donc, j'avais pas ce Ouais, mais on fait souci-là. pas ça pour ça en même temps. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? En France, on est... si tu es un numéro 10 et que tu joues bien au foot et que tu as des origines, forcément, tu es Zidane. Tu es le nouveau Zidane. Donc, forcément, tu subis ça. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a jamais... Toi, tu dis en fait, on peut pas accepter le fait que tu peux Non, pas être on le peut nouveau pas. Boudère en fait. Non, papa. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si demain il y a un mec qui arrive avec un physique atypique et qui va faire des blagues, on va lui dire ah t'es le nouveau Boudère. J'aurais peut-être réussi ce jour-là, mais je me dis moi ça n'a jamais été. Mais ça n'a jamais été un handicap. Non, mais pas du tout. Jamel c'est un pote et de deux, on me comparait à Jamel qui à l'époque était l'humour français à lui tout seul. C'est ça. C'était le numéro 1. Et moi, je crois comme un mec. Consciemment, parce qu'il l'a fait pour des gens, et inconsciemment, il a ouvert beaucoup de portes. Mais bien sûr. Tu vois, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que aujourd'hui l'humour est tout le monde. Tu prends un micro, tu deviens humoriste. Donc, mais c'est grâce à tous ces gens qui sont venus avant. C'est ça. Gad a apporté sa pierre à l'édifice. Il a beaucoup bossé. Eric et Ramsey pareil. Je les cite eux parce qu'ils viennent plus ou moins d'un milieu populaire qu'on connaît. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est proche de leur humour et proche de leur truc, parce que c'est ce qui nous parle le plus. C'est ça. Moi, c'est la première fois on a commencé à se dire, à s'identifier, à se dire tiens, et je comprends les codes en fait. Bah oui, mais parce que ça devenait notre télé à nous. Parce qu'avant ça, on avait quoi? C'était Michel Leb. On avait Michel Leb, moi j'aimais bien Muriel Robin. J'aime beaucoup Muriel Robin. Son humour était assez drôle, j'aimais beaucoup. Après, on avait ces humoristes qui disaient beaucoup de gros mots, donc on ne pouvait pas les regarder à la télé. C'est ça. Donc c'était compliqué de regarder ça à la fin. Moi, celui qui me faisait le plus rire, c'était Courtemanche.
parce qu'il disait pas un mot. Ta courte manche. Je te rappelle de courte manche, il faisait des trucs et tout. Il était dans la gestion. Moi, tu sais qui j'aimais beaucoup, moi, c'était Desproges. Ouais, Pierre Desproges. Ah, je trouve que ce mec-là. Mais tu sais que quand on dit en France le stand-up vient d'arriver, non, c'est vraiment craché sur les Fernand Reynaud qui était très très drôle, qui c'était du stand-up. Il venait de raconter le mariage de sa sœur ou un plombier qui vient voir une vieille dame. Ouais. Voilà, Pierre Desproges c'était du stand-up aussi. Il venait avec un texte bien ficelé. Bedos c'était du stand-up. Donc Magnifique Bedos. forcément, et nous dans l'humour, on a grandi, on était plus proche de Louis de Funès, de la 7e compagnie, Pierre Mondy, tous ces mecs-là. Moi, ça, c'est des gens, Robert Lamoureux, ça, c'est des gens qui m'ont donné, qui m'ont fait rire en famille. Alors, nous, on avait soit Louis de Funès, soit le western. T'avais pas beaucoup de choix télévisuels à la maison. Mais Louis de Funès, moi, je l'assume complètement. Je suis fan à 100%. Ah Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, je regarde avec mon fils, donc... Et il rit aussi ou pas? Oui, il s'amuse. Oui. C'est vrai? On rit bien. C'est Je me demande si c'est ce que l'innocence j'aimerais qu'on devenir, avait, ils ont la même innocence, les enfants d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils rigolent aux mêmes vannes de la même façon? Bah, tu vois, c'est ça le truc, Kamel. C'est qu'à un moment donné, Louis de Funès, ça traverse le temps. D'accord. La dernière fois, j'en parlais avec Jamel en plus. Je regarde H, je regarde des trucs qu'ils faisaient eux avant, qui nous faisaient. On était morts de rire. La nouvelle génération accroche pas forcément avec l'humour d'avant, parce que bon, mais Louis de Funès, Bourvil, tous ces mecs-là, ils avaient un truc de comédie qui traverse le temps. C'est-à-dire que mon fils le regarde, demain si j'ai un petit-fils, s'il regarde ça, il va rire aussi, parce que c'est dans la mimique, c'est dans l'histoire, c'est dans le verbe, c'est dans plein de choses, tu vois. Ah ouais. Et moi, j'aimerais moi, je suis pas sûr que mon spectacle traverse le temps. Aujourd'hui, il fait rire. Je suis pas sûr qu'il fera rire dans 20 piges. Ouais. Parce que je traite de sujets qui sont plus ou moins actuels. Moi, en tant que papa, mes déboires de mon premier spectacle. Enfin, je raconte un peu tout ça, tu vois. Mais je suis pas sûr que dans 15 ans, ça me fera toujours rire. T'as des regrets dans ce que t'as fait? Non. Tous mes choix ont été pesés. Non, j'ai pas de regrets. Si c'était à refaire, je ferais vraiment exactement pareil. Dans notre métier, tu sais mieux que moi d'ailleurs, dans notre métier, on fait peut-être le regret de rencontres. Voilà, j'ai ta réponse. Je veux dire, non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, t'es bien avant WAM. D'un coup, tout le monde t'aime. D'un coup, tout le monde te dit t'es le meilleur. Et d'un coup, tu commences à rencontrer plein de gens. Plein de gens qui avaient peur de te serrer la main avant. Parce qu'avant, tu étais Kamel de Creil ou Boulard du 19e, du 10e. T'as un mec de cité, un mec de quartier. Si je lui dis bonjour, est-ce qu'il va me prendre ma montre? Il ne sait pas. Mais aujourd'hui, non. Là, je dis bonjour à Boudère, je sais que je vais rigoler. Donc, tu fais des mauvaises rencontres, des regrets de rencontres artistiquement. C'est-à-dire en production, par exemple, ou tu vois, tu rencontres des mecs, tu penses que... tu vas bosser avec eux sur un projet et finalement tu t'aperçois que... Puis humainement aussi. Oui. Humainement. Mais tu sais, moi... ça forge. J'ai l'impression... Exactement. J'ai l'impression que ce métier a la faculté d'annuler le côté qualitatif de la relation humaine et de favoriser le côté quantitatif. Et ça veut dire que tu te fais beaucoup d'amis... C'est des mots que je ne comprends pas, mais je suis d'accord avec toi. Non, je rigole. Non, mais tu te fais beaucoup d'amis. À un moment donné, tu as plein d'amis. Tu connais plein de gens et techniquement, tout le monde t'aime. En fait, tu perds le vrai côté humain du truc. C'est ça le truc. C'est que si je peux paralléliser entre guillemets. Oh là, je comprends pas là. Oui. Si tu veux faire si tu veux prendre deux mondes différents, le quartier par exemple, le côté populaire dans lequel on a grandi, il est plus vrai entre guillemets. Mais 1000 fois. Que le monde du travail. Mais 1000 fois. Parce que dans le tiers-quart, soit t'es carré, si t'es rectangle, t'es rectangle. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Et si un mec, il doit te dire que t'es pas carré, il va te le dire. Puis il va te le dire. Et il y a aussi du vice, il y a aussi du truc. Mais moi, je pensais être blindé. Quand je suis arrivé dans ce métier, je me suis dit, mais ça y est, moi, personne ne peut m'arnaquer. C'est impossible. M'arnaquer, nous, on a grandi avec les plus grands arnaqueurs. C'est comme quand j'ai croisé Mesmer et il m'a dit, Boudère, je vais essayer de t'endormir. Je dis, c'est Mesmer. J'ai grandi avec des mecs qui endorment tout le monde avec de la parole pour que tu lui prêtes de l'oseille. Ils n'ont pas réussi. C'est pas toi qui vas m'endormir. Et donc, je rigolais avec ça parce que c'est vrai. Nous, d'où on vient, la fin justifie les moyens. On n'est pas dans la zermie, c'est pas vrai. Hein.
on est un peu dans une petite précarité. Nous, c'est pire hein, que la banlieue. Parce que nous, on est à Paris. C'est-à-dire que nous, on voit les choses, mais on n'a pas accès. Je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est différent. Si. C'est différent. Kamel, toi, pour aller à Paris, c'était un projet. Eh les gars, venez, on descend en Paname. Donc, il Alors, faut une alors, voiture. En quoi c'est pire? Bah, il faut une voiture, il faut de l'essence. Ah, c'est pire quand t'es en banlieue. Péage. Oui, quand t'es en banlieue. Ah, je comprends, je me dis que c'est pire quand t'es à Paris. Non, Ah, non. d'accord. En Ah, ouais, banlieue, d'accord, c'est ouais. pire. Pourquoi? Parce qu'en banlieue, tu te réveilles, bon, tu vois qu'il n'y a pas besoin, il faut faire l'effort d'aller Ah non, à mais Paris. nous, en plus. Nous, on est déjà à Ouais, Paris, voilà. t'es réveillé, t'es déjà dans Paris, mais t'as accès à rien parce que tout est cher. Boire un café, c'est cher. Aller inviter. Oui, c'est une autre forme. Oui, je Donc comprends. voilà, donc Ouais. c'est une petite enclave dans Paris. Mais tu te dis, bon, voilà, j'ai vu tous les vices du monde. Ouais. Mais quand tu arrives dans ce C'est métier, un autre monde. ouah, tu te dis, ah ouais, d'accord, Un les autre gars, ah ouais, Mais tu sais quoi, Boudère, je vais te vous dire en un êtes truc. là. Mais dire un bon, truc. ça fait partie. Je pense que ça forge et je crois aussi que Oui. quand tu as fait des mauvaises rencontres, même qui ont été très proches pendant très longtemps, c'est pas eux le problème. Non. Moi, j'assume. J'ai ouvert la porte à des gens auxquels il fallait pas. C'est moi. Je peux pas leur en vouloir. Stop. J'apprends, je ferai pas la même erreur la prochaine fois. Ouais, bien sûr. Aussi simple que ça. Tu peux pas blâmer les gens tout le temps et dire Non, oui, non, c'est non. eux, c'est eux. Non, Moi, mais par contre, ça forge. Bien sûr que ça forge. Après, c'est comme dans tout domaine. Tu peux pas prendre que ce qui est bon. Sinon, ça Non. serait trop facile. Non. Et tu C'est grandis trop pas. facile. C'est comme les mecs qui disent ah, aujourd'hui, oui, mais tu sais, c'est humain de voir le résultat et de ne pas voir le travail qu'il y a avant. Ouais. Ça, c'est totalement humain. Ouais. Quand on voit Cristiano Ronaldo avec une super belle Exactement. voiture, on se dit waouh, la voiture qu'il a et tout. Mais le mec, C'est une machine. c'est une machine. C'est une machine. C'est une machine de travail. Quand tu vois aujourd'hui, Boudère, tu finis en faisant les zéniths. Ah, mais mon frère, j'ai commencé dans des salles de moins 12 personnes. C'est pas 12 personnes, moins 12 personnes. Non, non, je comprends. C'est-à-dire que, donc voilà, c'est compliqué, mais c'est comme Il y a ça. une question que j'aime bien poser. Et c'est quoi ton rapport, toi, à la spiritualité, au divin? Je suis très pieux. Je suis très pieux, c'est-à-dire je suis de confession musulmane, je suis un musulman pratiquant. Pour moi, il n'y a qu'un islam, celui de la paix, de la tolérance, du vivre ensemble. Et c'est un truc qui m'est... J'en ai jamais parlé d'ailleurs, parce que c'est un truc qui m'est propre. Parce que le jour où je ne serai plus de ce monde, je serai tout seul dans mon cercueil et dans mon trou. Et c'est à ce moment-là que je dois rendre des comptes à mon Créateur. Je suis ni là pour convertir les gens, ni là pour dire aux gens « Ah, ce que tu as fait, c'est interdit dans l'islam ». Non, j'ai déjà beaucoup à faire avec moi-même pour pouvoir aller voir... Donc c'est un rôle au quotidien, dans ton boulot, dans ton rapport avec mon les gens. éducation, dans mon boulot, dans ma manière de faire les choses, dans ma manière de me comporter avec les autres. Bien sûr. C'est très important, parce que s'il y a bien une chose qu'on oublie, c'est le comportement. C'est ce qu'on véhicule. Tu sais, une fois, mon papa m'a dit, il est rentré, on est 4 frères, nous. Bon, le petit était encore un peu petit, non, ça va été. Il nous a dit, il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Mon père est très spirituel. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Mes enfants, qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un dans la rue m'insulte? M'insulte, voilà, je vous dis, il y a un mec qui m'a insulté. Il est devenu fou. Qui t'a insulté dans le quartier? Non, pas dans le quartier. Dans la rue, quelqu'un qui m'insulte. Je dis, on descend, tu nous le montres. On lui arrache la tête. Il me dit, voilà. Si vous voulez, il m'a dit, quand vous vous comportez mal dans la rue, les gens m'insultent. Parce qu'ils disent, regardez, quel père il a celui-là, ce mec-là qui crache dans le métro, qui crie, qui fait du bruit, qui a des papiers par terre. Il me dit, vous savez que quand vous vous comportez très mal dans la rue, c'est moi qu'on insulte. Parce qu'ils disent que tu as été mal éduqué, qui est cette personne qui éduque ce mec sale. Et ça m'avait frappé. Parce qu'il nous a fait une métaphore. Ça m'avait frappé dans ma tête. Je me dis, ouais, déjà, il est vicieux le quemet. Il nous a mis ça dans la tête. Et tu te dis, ouais, d'accord, ça veut dire que même, donc, quand vous êtes dans la rue, vous me représentez moi qui vous ai éduqué. Et deuxièmement, vous représentez la religion pour laquelle vous êtes. Mais enfin, on est d'accord, mais la religion, oui, elle est complètement liée au comportement. C'est la première chose que tu vois avant même que tu ouvres la bouche. C'est un peu la base, bien sûr. D'accord. Mais je le répète, on est religieux pour soi-même. Mais ça ne peut être que pour soi-même. Mais oui. Mais c'est vrai que, oui, mais aujourd'hui, on est beaucoup dans « Ah, t'as fait ça, c'est haram, t'as fait ça, c'est halal, t'as fait ça, t'as pas le droit. » À partir du moment où on est déjà dans l'analyse et dans le jugement, on est déjà dans Oui, l'erreur. ça c'est bon, oui. On est dans- Mais c'est le problème des religions.
des religieux, pardon, de certains religieux qui disent ouais, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Moi, des fois, je discute avec des gens où je leur dis écoutez, les gars, moi, c'est bien, mais je suis pas encore à votre niveau. Je suis encore en Ligue 2, moi. Si tu veux un truc métaphorique, quand tu passes le permis de conduire, t'es obligé de passer le code de la route. Le code de la route, c'est obligatoire. On a tous le même code de la route. Voilà, s'arrêter au stop, s'arrêter au feu, priorité à droite, enfin plein de trucs. Donc le code de la route en lui-même, il est carré. Mais viens, toi et moi, on sort, on prend la voiture. Combien de personnes respectent le code de la route? Tout le monde a le permis. Tout le monde connaît le code de la route. Moi, déjà, des fois, je m'arrête pas au stop. Bah, la religion, c'est pareil. C'est ça. Ouais. Oui, donc tu remets après, pas en cause voilà. la fondation, en fait. Non, jamais. C'est l'être humain. Non, c'est l'être humain. Mais ça a Voilà. toujours été comme ça. C'est l'être humain, la compréhension du texte, la compréhension des choses. C'est une religion qui est très simple, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ce sont des religions qui se succèdent, qui se sont succédées et qui ont les mêmes fondamentaux, les mêmes principes, les mêmes trucs. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y ait des guerres à cause de ça. C'est ouf quand même, là, on en est arrivé. Et donc voilà, mais moi, à mon niveau déjà que je sois moi bien pour mon fils, pour moi-même, pour ma famille, pour mes parents, pour mon créateur, c'est déjà énorme. On dit en arabe, Kulli bani adam khata ou khayr khata'in tawwabun. Tous les enfants, Ne traduis pas, tout le monde comprend. Non, je crois que- tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui reconnaît ses péchés. Voilà. Personne n'est parfait. Le seul parfait, c'est celui qui nous a créés. Après, voilà. Après, ça, c'est vraiment, je te jure, Kamel, parce que là, je suis en détente, que je te parle de ça. Ah, je c'est un sais. truc de ouf, hein. Je sais. J'en parle pas parce que je suis ni donneur de leçons, ni. Mais tu donnes pas une leçon, là. Tu parles je pour suis ta propre moi-même. personne. Moi, je suis moi-même. Voilà, c'est ça. Bah, c'est super. Mon père nous disait quand on était petits, peu importe, laissez votre place propre. Ouais, Laisse ta pareil. place Il propre. disait pareil. Voilà. Ta place propre. Faut que tu laisses ta place propre. Ouais. Quand tu partes, les gens disent pas, le mec, il est cool. C'est cool de bosser avec Boudère. Il est tigeant et des trucs. Et voilà. On peut avoir des Voilà. moments donnés de tension. Et tu essaies de. Des fois, il y a le Tchekar qui ressort. Hein. Le mec, tu vois, t'es gentil avec lui. Gentil. Et à la fin, il pense que t'es un bouffon. Alors, t'es Ouais. gentil, je peux l'écraser. Mais non, à un moment donné, tu dis, oh poteau, Ouais, ouais. calme. Non. Mais c'est comme ça. Et, Comment tu parce que là, moi, j'ai vu une vraie bascule, en fait. Comment tu te retrouves à faire des spectacles et j'ai envie de dire du jour au lendemain, mais c'est pas du jour au lendemain. Arthur, Hanouna, comment tu passes parce que c'est une vraie étape, ça, je trouve. non, c'est pas une étape, Kamel. C'est. Bah, tu passes à la télé. Avant, tu ne passais que pour tes spectacles. Tu passais en promo à la télé. Bah, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Non, mais quand tu vas chez Arthur, C'est de la promo. Oui, mais tu participes à un spectacle, tu participes à une émission. Mais oui, parce que l'émission est faite comme ça. C'est une émission où tu dois être drôle. Et si Nous, quand on faisait de la promo, on participait à des émissions comme ça parce que c'était la promo au sens propre du terme. Là, Toi, tu es tu un acteur. Oui, mais toi, t'es chanteur. Il y a des chanteurs qui vont dans des émissions comme ça aussi. Oui, mais parce que tu cherches la popularité. C'est des émissions populaires. D'accord. Sur TF1, c'est regardé dans le monde entier. Ça te remplit tes salles. Moi, c'est un truc qui m'a rempli mes salles. Donc tu vois un changement. Et bien sûr. Voilà, c'est ça dont Mais on bien sûr, parle. pourquoi? Parce que tu as un C'est de côté. cette bascule dont je parle. Hein. T'as un côté de notoriété. D'accord. C'est-à-dire que toi, à ton époque, il y avait quoi? Il y avait la méthode Coé. Ouais. Encore. Il y avait ouais. Ardisson, il y Il y avait avait Nagui, Thierry Ardisson, il y avait Nagui. il y avait De Chavannes. Il y avait plus de divertissement Ouais. dans ton époque que dans la nôtre. Aujourd'hui, nous, il n'y a pas beaucoup d'émissions de divertissement. Viens, on les compte. Quand tu dis divertissement, tu parles de Divertissement pour les performance familles. live ou tu parles de divertissement? Non, de divertissement où tu es avec ta famille, tu regardes des acteurs ou des comédiens venir faire leur promo, mais participer à des jeux, participer à des trucs. Il n'y en a pas. Ouais. Donc voilà, moi, quand Arthur m'appelle et il me dit « Ouais, regarde, j'ai une émission qui s'appelle Vendredi, tu t'es permis. Viens, je te fais ta promo et tout. » Et on fait des jeux et dans lesquels il faut être drôle. Parce que si tu es drôle à la télé, forcément, tu es drôle sur scène. En donc spectacle. les gens Ouais, suivent. ouais. Et moi, je suis de cette époque-là. Je suis de l'époque de la télé. C'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à comprendre les réseaux sociaux, TikTok, tous ces trucs-là, Facebook. Je suis caramel, moi, t'imagines? Ouais. Hotmail. Donc, moi, je comprenais pas. Et quand on me disait, il y a des mecs, ils remplissent des salles, ils font pas de télé, en fait. Ah bon?
C'est qui ces gens-là? Bah, va sur YouTube, c'est des youtubeurs. Ah, c'est vrai en plus. Hein. Donc c'est un autre monde. Et moi, je viens du monde de la télé. Donc forcément, quand on me propose la télé, et on me dit, viens, tu vas faire du décor penché, tu vas faire des blagues, tu vas danser, tu vas rigoler, il faut amuser la galerie pour derrière vendre ton spectacle. Et en plus, je prends un pied énorme parce que je m'amuse Ça se voit. avec Non, des mais potes. en plus, c'est bon esprit. C'est bon esprit, Ouais, ouais. c'est dans ma mentalité, c'est pas vulgaire. Ouais. On me demande pas je sais pas moi, de Non, péter ça en respecte live. tes codes, tes Voilà, trucs. ça respecte mon truc. Cyril, pareil, quand je viens et je fais des PMP en première partie pour parler de mon spectacle, ça ne reste que de la promo et je m'amuse avec un pote. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une émission qui commence un peu à devenir plus... Il y a moins de divertissement, plus d'actu, plus de tout ça, mais ça c'est voulu par la chaîne, Non, c'est un c'est voulu par lui, et positionnement, ça puis c'est un fonctionnement. Quand il me dit, tiens, viens, on va faire une émission, on va raconter des blagues, et viens, si t'as des blagues, je viens, et l'émission elle cartonne, moi ça derrière, ça me remplit mes salles, il y a de la promo, bah, c'est le jeu du truc. Moi, ça m'a permis de vendre mon film au cinéma, ça m'a permis de venir, de réaliser mon premier film. Donc c'est un échange de bons procédés. Ben, bien sûr, Ouais. la télé sert que à ça. Enfin, moi, si demain on me dit, Cyril m'avait proposé, il me dit, est-ce que ça te dirait d'être chroniqueur? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, sur mon avis sur 50 minutes inside ou sur. Ouais, Non, c'est pas intéressant. être Ouais, je méchant, comprends. je sais pas être Ouais, je méchant. comprends. Non, je comprends. Mon avis, je le garde. Enfin, Ouais. voilà quoi. Non, je comprends. Deux choses, Cyril Hanouna, justement. Comment tu fais pour connaître autant de vannes? Petit 1. Petit 2, quand j'ai dit à un pote que tu étais marocain, il ne me croyait pas, il était sûr que tu étais kabyle quand tu fais le kabyle. Comment est-ce que tu as côtoyé beaucoup de kabyles? C'est quoi l'accent? Explique-moi. Bah, l'accent, j'ai grandi avec. Déjà à Aubervilliers, avec la grosse communauté, c'est une communauté algérienne, kabyle. Ouais. Et donc voilà, tu t'imprimes quand tu es humoriste, quand tu écris des trucs, tu t'imprimes de ce que tu vois et dans le domaine dans lequel tu vis. Ensuite, les blagues, ce que me disait mon père, si tu retenais les mathématiques comme tu retiens les blagues, ben, tu aurais été physicien. Donc voilà, c'est des blagues, des fois qui sont en arabe que je traduis. C'est des blagues, les blagues n'appartiennent à personne, tu vois. Exactement. Tu m'en racontes une, elle me fait rire, ben, je la raconte à ma manière, et puis voilà. Donc en fait, tu as un stock de blagues. Par thème, tu vois, police. Donc si je te dis là une blague avec un kabyle. Voilà, mais attends, Boudère, on est. Non, Mais kabyle, hein, pas. ah, genre kabyle. Ah, Oh là pas la là, tentative. J'aurais dû me proposer. Ah ouais, fallait que je me prépare. Non, genre vraiment kabyle. Parce que c'est impressionnant. Moi, j'entends des gens qui font l'accent kabyle, j'entends. Mais t'as les références. Hein. Ah, mais c'est tout à fait normal. Là. Un shkinir, donc c'est normal. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Non, oui, bien sûr. Après, tu t'imprimes un peu des gens avec qui tu grandis, et tout ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'humour a un petit peu changé, même beaucoup changé. Ouais, justement. Aujourd'hui, Ouais. venir faire des blagues, imiter des gens, Ouais. tout de suite, tu as toujours une asso, l'asso des Kabyles de France, l'asso. Non, abuse pas. Ah, si, vous êtes Non. beaucoup. Mon frère, tous les dimanches, j'étais à République, vous faites des manifs. Ça Ah. fait 20 ans. N'importe quoi. Pouvoir assassin. Non, mais aujourd'hui, on fait attention. Moi, je fais de l'autodérision. Donc, je peux C'est pas ça. porter plainte contre moi-même. Ouais, sinon, non. c'est vraiment pathologique. Mais je sais que. Après, moi, j'ai un humour qui est familial, qui est simple, C'est pour ça qu'il qui, plaît. sans gros mots. Voilà. Je raconte un peu ce que je parle pas d'actualité. C'est-à-dire, j'arrive pas. Quand tu viens voir mon spectacle, ne t'attends pas à ce que je vais te parler de ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé hier. C'est pas mon créneau, je sais pas faire. C'est pas dire que je suis bête, hein. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on va regarder un spectacle, on est là pour Tu se viens divertir. pas pour ça. Si tu veux de l'actu, tu mets BFM, CNews, et voilà. Ouais. Après, j'ai des collègues qui le font super bien, comme Haroun, comme... Non, mais c'est un Yacine, choix. Moi, je respecte ça. Malatar, Parce que tout ça. j'étais un peu dans la même lignée. et voilà. Et je respecte complètement. Quand tu dis l'humour a changé, c'est quoi? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu es venu juste après Jamel, toi. C'est quoi ton regard sur la nouvelle génération de comiques? Parce que ça change. Ça change. C'est une génération avec qui t'es en contact? Ah ou pas oui, du tout? moi, je suis toujours Al, comme on dit. Non, Ouais. non, je suis toujours là parce que je fais toujours des plateaux d'humour. Je suis au Paname, le Paname Art Café, Super endroit. qui est le meilleur endroit de France. Dédicace Karim. Voilà, et Karim, c'est un ami d'enfance depuis 22 ans, Ouais. on se connaît depuis des années. Et quand il a ouvert ce truc et quand il m'a dit, viens, écoute, ça te dirait de venir essayer des sketchs et tout.
j'ai ouvert un truc, donc on a été. Et aujourd'hui, c'est devenu la scène incontournable. Donc je suis toujours là-bas. C'est the place to be. En c'est- plus, ouais, en ouais. plus, voilà, c'est à côté de chez moi. Je suis souvent là-bas le midi, moi. Et comme je te disais, on est très proches, amical. C'est vraiment un bon pote. Et oui, et donc je vois. Et c'est vrai qu'ils ont un rapport avec le métier qui est différent. C'est ça. C'est-à-dire, souvent, alors, je ne suis pas le père Castor, hein, mais souvent, ils viennent me voir, ouais, comment on fait, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Et c'est vrai que quand on parle du métier, je leur parle de se diversifier. Ouais. Parce que le stand-up, tu viens faire un spectacle, un premier spectacle d'humour, c'est facile. Parce que c'est un peu autobiographique, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi, pour qui, comment. Deuxième spectacle, c'est celui de la confirmation. Tu confirmes que tu es drôle. Tu confirmes que tu as des choses à dire. Troisième spectacle, tu as encore quelques... Mais après, tu peux pas en faire 20 de spectacles. Tu peux pas faire 20 one-man show. Ça existe pas. Ou alors, il faut qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Je crois que le seul que j'ai vu, c'est Gad. Parce qu'il se passe plein de choses dans sa vie. Et donc, Parce il que en toi, parle tu pars sur du scène. principe qu'un spectacle, il a forcément une base autobiographique. C'est obligé. D'accord, Un one-man, un stand-up, faut Ouais, que ça ouais. ait à voir avec toi. C'est très Ouais. personnel. d'accord. Tu peux pas venir raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ou alors là, tu fais des personnages, tu te déguises, et puis là, voilà, tu es dans du D'accord. théâtre, c'est théâtral. Ouais, ouais. Moi, je joue mon spectacle. En parallèle, je fais une pièce de théâtre. Et je leur dis, les gars, il faut se diversifier. Faites des pièces de théâtre, jouez des rôles pour que demain, vous accédez au cinéma. Parce que le but d'un humoriste, c'est d'arriver au cinéma. Après, c'est pour ça que je t'ai dit, chacun, comment il voit... Le mot important, c'est carrière. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'être un pétard mouillé? C'est-à-dire que tu pètes et d'un coup, après, on t'oublie. Moi, je connais plein de copains à moi qui étaient hyper marrants sur scène, qui avaient des spectacles qui tenaient la route. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles d'eux. Pourquoi? Parce que, bon, ils sont axés que dans ça. Et puis, les nouveaux qui arrivent, c'est encore plus drôle, c'est encore plus incisif. Ils ont moins d'obstacles d'écriture. Donc, ils sont plus dans le vrai, ils sont plus dans des trucs à l'instantané. Mais quand on me dit qu'il y a beaucoup d'humoristes, il n'y en a pas assez. Hein. Combien on est à faire une tournée? Combien on est à avoir un spectacle complet? Combien on est à faire des jauges de 3000, Il 4000? n'y en a pas assez qui percent. Mais c'est pas percer, ça veut rien dire. Moi, à partir du moment où tu as un couple qui s'habille, qui met 20 € dans sa poche pour venir te voir, c'est déjà percer ça. T'imagines, tu suscites l'intérêt de quelqu'un, Kamel. Non, ouais, mais moi, je le vois pas comme ça, percer. Ah oui. Pour moi, percer, un artiste qui perce, c'est un artiste qui a accès à la visibilité. Mais tu l'as aujourd'hui. Ton téléphone, c'est de la visibilité aujourd'hui. Avant, nous, tu parles comme un yeuf, parce qu'on était yeuf, Kamel, réveille-toi. On était yeuf. Non. Nous, avant, tu passes pas à la télé, c'est mort. Mais, Aujourd'hui, alors, il y en a, ils font ça, juste le couple de minutes. Ils ça font leur suffit pas. Ils font 2 sketchs, ou 2 vannes, 3 vannes, nanani, ils ont 3 Mais millions vous de dire, vues. c'est quoi la finalité de ça? Il n'y a rien de ça. Mais il y a de la popularité. Le problème d'aujourd'hui, enfin, c'est un problème. Et je le dis je le disais même à mes potes, parce que j'ai beaucoup de potes, moi. Je m'entends super bien avec tout le monde. Donc, je leur dis, vous avez eu le côté star avant d'avoir le côté spectacle. C'est des rostas avant d'avoir le spectacle. Ce qui fait que tu peux même avoir de la fainéantise de travail, parce que ça y est, ils sont connus, plus ou moins. Et nous, on a d'abord travaillé le spectacle, travaillé notre humour, travaillé notre personnage, et on est devenus connus. Via la télé, via les trucs. Eux, ils sont déjà connus. Mais peut-être que l'objectif n'est pas le même. Non, mais ils sont déjà connus malgré eux parce qu'ils font des trucs sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel mec qui veut se lancer dans le stand-up, il a un spectacle ou pas. Mais s'il a 5 minutes très drôles, il se les filme, il prend un mec qui donne 200-300 € et qui lui filme son truc, il fait un bon montage avec les rires, avec une belle qualité, il fout ça sur Internet. Si c'est un sketch sur le permis, par exemple, voilà, on va l'identifier à ce mec-là, ouais, c'est celui qui a fait le sketch du permis. Mais nous, à mon époque, avant d'avoir, se dire, ah ouais, mais lui, Boudère, fallait passer à la télé. Si tu passais pas à la télé, où tu veux passer? Et c'est là où la charge de travail, Voilà. c'est là où on revient au mot qui est le mot travail. Voilà. Mais c'est compliqué de travailler quand déjà tu es une mini-rosta. C'est-à-dire que tu vas travailler avec un metteur en scène, moi, je te parle de ça, je te parle de... Quand je disais aux mecs, les mecs, quand vous dites que vous êtes dans le game c'est quoi? C'est des mots qui me rendent ouf. Ouais, être dans le game, c'est pas 5 minutes de sketch. C'est 1h40, 45 ou 1h30 de spectacle où la personne, elle vient et elle regarde ton spectacle. C'est ça le game. Et il faut que tu l'emportes. C'est ça.
Et même quand tu as le spectacle d'une heure et demie, c'est quoi tes jauges? Combien tu remplis de personnes? Combien, combien? On parle chiffres, parce qu'à un moment donné, c'est de la production. Ça génère de l'argent, c'est du travail. Voilà. Comment on en est? Tu vis de ça, tu vis pas de ça? Voilà. Moi, quand je vois des mecs de province qui viennent et qui me disent « Ouais, j'ai envie de me lancer dans l'humour, donne-moi un conseil. » Je dis un conseil, trouve un vrai travail d'abord. Trouve d'abord un vrai travail pour manger, pour payer ton loyer. Et le soir, bosse ton spectacle. Parce que si tu te lances cœur et âme dans ce métier, tu sais, moi, ça fait 21 ans que je fais ça. J'ai eu 4 ans de RSA. 4 ans. Après Beurre sur la ville, j'étais premier rôle d'un film. T'es pas sérieux? Ouais, ouais. Après Beurre sur la ville? Après Beurre sur la ville. Tu l'as déjà dit ça? Oui, plein de fois. Je C'est l'ai dit à fou. l'URSSAF. Après Beurre sur la ville? Oui, après Beurre sur la ville, j'étais premier rôle. Le film, il a fait 580 000 entrées. Descends. Non, aujourd'hui, c'est un succès. À l'époque, non. Et nous, on sort une semaine avant ou après... non. Ouais, on sort avant Intouchable d'Omar, Ah, c'est bon. qui fait Ouais, 10 c'est milliards fou. d'entrées. Ouais, c'est fou. Nous, on allait dans les festivals, on nous disait « Ouais, votre film, il est drôle, mais là, on vient de voir un film qui s'appelle Intouchable. » Donc, on sort le même jour que Les Mousquetaires, que La Source des Femmes. Je me rappelle très bien, parce qu'on était... j'avais les chiffres et tout, j'étais à fond dans le truc. On était distribué par Paramount, France. Donc, tu étais là, moi, je me voyais déjà dans le Parrain 5. Et tu te dis, tes premiers rôles d'un film qui n'a pas fait un large succès, qui a été un succès, il a bien vécu après dans les réseaux, sur YouTube et sur France 2, mais à l'instant T, il n'a pas marché. Il n'a pas marché pour des raisons, il ne marche pas, le cinéma, voilà. Et quand tu es premier rôle d'un film qui ne marche pas, c'est compliqué derrière de revenir faire du cinéma, parce qu'on t'associe à un échec. Surtout nous. Bien sûr. Surtout nous. Bien sûr. Tu dis, t'as un frérot. Ah ouais. Donc, bam, coup de massue, manque d'inspi, manque d'envie de monter sur scène, manque d'envie d'écrire, manque d'envie de plein de choses. Au point de te dire j'arrête ou pas? Non, pas j'arrête, mais je suis une zopo. Ouais. En plus, à ce moment-là, il y a mon fils qui naît, Khalil, 2011. T'es là, tu regardes. Il naît aussi avec les mêmes problèmes de santé que moi, c'est-à-dire bronchiolite, asthme, tout ça. D'accord. Tu te dis, merde, l'histoire, elle se répète. Donc, c'est les urgences. Ouais, c'est un plus un plus un plus tu un. te dis, waouh, ouais, je suis dans une spirale. Et à ce moment-là, c'est pas une question d'argent pour moi. Je m'en fous, je suis un travailleur, moi. J'arrête, je bosse. J'ai toujours bossé dans ma vie. C'est pas... Alors oui, là, aujourd'hui, ça va. Mais demain, ça s'arrête, je travaille. Moi, pendant le Covid, je travaillais à Rungis. Le matin, je conduisais le camion. Comment ça? Entre 4h et 7h du matin. Le Covid là? Ouais. Je suis un bosseur, moi, Kamel. Je me réveillais le matin, tôt. On reconnaissait pas ma tête. J'avais le truc et j'avais mon pote qui déchargeait. Moi, j'allais à... T'es pas sérieux? Voilà. Frérot, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est là. Non, c'est Faut bien. bien faire. Mais attends, je pense la même chose. Et voilà, donc demain, ça s'arrête. J'aurais kiffé. J'ai pas de regrets. C'est ça. Si je dois C'est maintenant exactement bosser ça. autre part, je Voilà. bosse. C'est pour ça aussi que j'ai toujours tenu ma famille à l'écart de tout ça, de ce milieu-là. Moi, mes frères, je crois qu'ils ont jamais payé leur place. Ils ont jamais accepté d'invitation. Ils sont toujours venus avec mes belles-sœurs, mes neveux. Ils ont payé. Payer leur place parce que, disent-nous, voilà. De toute façon, ça retombera dans leur poche, quoi qu'il arrive. non, mais tu vois, ça a toujours été un truc. Voilà, on te soutient, mais on est loin. Moi, Si c'est mon pas... frère m'avait dit, ouais, j'aimerais bien te produire, je serais tombé dans les pommes. Je disais, les gars, vous êtes mon sas de décompression. C'est-à-dire que moi, quand je rentre chez WAM, je suis plus Boudère. C'est-à-dire, si mon fils, il me dit, papa, viens, on fait un selfie avec Boudère. Je deviens ouf. Non, je te comprends. Moi, je sais que mon frère, quand je faisais des concerts, il a toujours refusé les invitations. Il a toujours payé. Il peut il est là, hein, il peut témoigner. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que l'erreur, c'est de les mélanger à tout ça. Parce que, pourquoi Il faut... Exactement. Moi, j'en parle avec mon petit frère. Hein. Je dis, écoute. T'as jamais envisagé bosser avec la famille, toi? Dans ce Non, milieu-là? Mais pour la bonne et simple raison, je dis, moi, les gars, si je tombe, je veux être tout seul à tomber. Ouais. Je veux pas qu'on tombe tous. Là, pour l'instant, alhamdoulilah, ça va. J'aide mes parents.
Mon père, pas de loyer. C'est impossible que mon père il paye le loyer. Mais ça, c'était déjà depuis longtemps. Mes frères, on est bien. On a un rapport avec l'argent qui est pas... T'as une distance. non, on n'est pas... Je suis pas extravagant. Ouais, c'est ça. Je suis venu en métro, poteau. Je sais pas. On n'est pas... Je suis locataire. Ah, c'est pour... Je suis toujours dans le quartier où j'ai grandi. T'es sérieux? Ouais, je suis toujours là-bas. C'est pour ça que t'arrives en retard. Bah, c'est avec les contrôleurs. Ah, Ouais, ils sont coursés encore. Faites attention d'ailleurs sur la ligne 6. Les contrôleurs. Non, mais tu vois, j'ai pas ce truc. Mais j'ai eu le coup de massue. Ça s'est arrêté 3 piges. Ah, ça c'est fou, ça. Donc, C'est je donc me après dis- beurre sur la ville, c'est ça? Après, beurre sur la ville. Après, tu sais, le système des heures d'intermittence. Si pendant 1 an, tu fais pas tes heures, bon, bah, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'avais pas honte d'aller prendre mon RSA. Parce que j'étais fier de payer mes impôts en France. Et de rester toujours en France, payer mes impôts. Donc, c'est un droit que j'ai. Mais ce qui était marrant quand même, c'est que quand j'allais au rendez-vous, j'en parle dans mon spectacle, quand j'allais au rendez-vous du RSA, sur la route, les gens prenaient des photos avec moi. Oh, Boudère, la famille, nanana. Un jour, mon père, il me prête sa Zafira. Je suis en voiture. Il chaud au feu. Et là, t'as 4 mecs qui arrivent, du son à fond, ils descendent là. Oh, Boudère, nanana. Et il y en a un, le mec dans la voiture, il me dit, Boudère, c'est quoi cette voiture? J'ai les Zafira rebeux, tu vois, avec Tawana, tu vois. Il me regarde, c'est Boudère, c'est quoi cette voiture? Et son pote à côté, il dit, ah, tu crois il est bête, lui, il coffre. Qu'est-ce que je coffre, mon frère? Je suis mort dans le film. Je suis mort dans le film. Tu sais, c'est la Zafira avec les klaxons, là. Il dit, t'as vu, lui, il est pas teubé, il coffre son oseille. Je dis, ah, merci. Je suis parti dans ma tête. Je dis, mais je pense qu'il fabule sur ce qu'on a comme argent, sur ce qu'on a comme truc. Ah, c'est toujours plus que ce que t'as. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais j'aimerais bien, moi, par rapport à ce que vous pensez que j'ai ça. Mais après, bon, voilà, aujourd'hui, je reviens, Alhamdoulilah. je suis là, et alhamdoulilah, bien sûr, et tout ce que je... Après, j'ai pas de regret. Tout ce que je fais, c'est moi qui l'écris. C'est-à-dire que même dans le cinéma, j'ai pas d'agent, moi. Moi, j'ai pas d'agent cinéma, j'ai pas... Comment ça, t'as pas d'agent? J'ai pas d'agent. Mais je pense que t'as tout compris, en fait. Je sais pas si j'ai tout compris. Non, c'est mon J'en avis. avais un à un moment donné, il a duré 15 jours. Il va durer 15 jours. Il a duré 15 jours parce qu'on s'est parlé. Je lui ai dit, écoute, Neuilly sa mère, c'est moi qui t'ai ramené le plan. Beurre sur la ville, c'est moi qui t'ai ramené le plan. Comment on fait maintenant? Il me dit, ouais, non, mais moi, t'as vu, je négocie. Je suis pas teubé, moi, je sais lire les contrats. Je suis comptable, moi, je t'explique. Je dis, maintenant, si tu me ramènes pas de plan et qu'à chaque fois que je ramène un plan, je prends 10%, t'es pas mon agent, t'es mon Mac. Et ça, c'est compliqué pour moi, dans ma tête. Ça peut pas rentrer dans ma tête. C'est du bon sens, en fait. Voilà. Donc après, bon, après c'est vrai que c'est bien d'avoir un agent, mais moi j'en ai pas pour l'instant. Et puis tous les films que j'ai faits, je les ai écrits, j'ai joué dedans. Le Grand Cirque, je l'ai écrit. Le Nounou qui va être sur TF1, je l'ai écrit, c'est mon idée. Je joue dedans. C'est la finalité, le cinéma, pour toi, après? Mais moi j'ai fait ce métier pour faire du cinéma. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je faisais du théâtre d'impro, et ce que j'aimais dans le théâtre, c'est jouer des rôles que j'aurais jamais pu être dans la vie. Docteur, policier, avocat. C'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que le côté stand-up, c'est pas ma marque, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien. C'est un levier, quoi. C'est pour... Ouais, non, moi, je fais pas trop je fais du stand-up à un moment donné parce qu'il n'y a pas de 4e mur. Donc, je parle, je raconte des vannes et s'il se passe un truc dans le public, oui, je réagis. Mais j'ai pas le truc de venir. Je suis un peu contre cet humour où je viens. J'adore, hein, mes potes, ils le font super bien. Mais moi, je trouve que c'est trop facile de venir et qu'il y a un mec qui a une chemise à carreaux et que pendant 20 minutes, je charrie le mec qui a une chemise à carreaux. D'accord avec toi. Je me dis, si le mec... Parce qu'après, je réfléchis. Je me dis, si le mec qui avait la chemise à carreaux, s'il n'était pas venu, ça veut dire que tu n'as pas de spectacle, en fait? Comment ça se passe? C'est tellement facile quand toi, tu as le micro. Eh oui, Forcément. mais oui. Il y en a un qui le fait super bien. Et j'ai été voir son spectacle, c'est Redouane. Ah non, Redouane. Non, Redouane, non, mais mais Redouane. c'est un ovni. Et moi, Non, mais quand Redouane. je suis sorti du spectacle de Redouane, et je croise des potes, ils me disaient, écoutez, moi, si je faisais du stand-up en charriant les gens, si je regarde Redouane, je le ferai plus, j'arrête. J'arrête. Ça y est, le mec, il a son créneau, il a son truc. Non, il est trop. Les gars, Il est trop. dans un autre monde. Ouais, ouais, il est trop. Turfu, le gars. Ouais, ouais. Et Ouais, ouais. les gens sont morts de rire. Et moi, j'ai passé un moment exceptionnel avec une mise en scène magnifique. Donc, je dis, voilà, ça c'est fait. Faites autre chose, les gars. Faites autre chose. Je suis d'accord. Faites vraiment autre chose. Parce que là, et quand je te disais écrire des spectacles, se réinventer, c'est dur. C'est dur. Parce que quand t'écris On a en plein ayant, d'exemples, hein. Kamel, quand t'écris en ayant la dalle,
C'est pas pareil que quand tu écris en ayant plus faim. Ça, c'est comme pour tout, pour la Oui, musique. mais tu as une fainéantise d'écriture qui est normale. Donc, qu'est-ce qui te T'as sauve plus le là-dedans? même angle de... Ouais, Il ouais. te reste quoi? Il te reste le théâtre et le cinéma. Sinon- Non, mais c'est bien, toi, tu as tout fait. En fait, la finalité, pour toi, c'est le cinéma depuis le début. Ah ouais, au départ, je voulais faire du cinéma. D'accord. Je voulais faire des rôles. Et ça a toujours été faire des rôles pour faire rire les enfants. J'ai un rapport avec les enfants qui est... Ouais, j'aime bien, ouais, je sais. Parce que dans notre religion, les enfants, les jeunes Ouais. sont l'avenir. Si tu éduques bien ton enfant, si on éduque bien nos enfants à vivre ensemble, à s'aimer, à ne pas regarder la couleur de l'autre, à ne pas regarder la religion de l'autre, à ne pas regarder les origines de l'autre, à ne pas regarder même leurs tendances, plus tard, ça en fait des adultes intelligents. Exact. C'est ça. Merci, c'était Boutard. Non, mais j'arrête pas, même dans les écoles, quand je vais dans les classes, tout ça, c'est ça qui est important. Déjà, souvent, on me dit, ouais, viens parler dans une classe. Je dis, mais les gars, je suis pas sûr que mon discours, c'est celui que vous voulez entendre. Parce que ce métier-là, si tu veux le faire, la seule question que tu dois te poser, c'est pourquoi je veux le faire. Si tu le fais pour l'argent, mon ami, arrête ça tout de suite. Parce que de l'argent, il n'y en a pas. Il y en a plus tard quand ça marche. Tu vas être footballeur. Pourquoi? Pour être... attention, il n'y en a pas... moi, je suis beaucoup dans le football. Le latéral de Lorient, il fait le même métier que Cristiano Ronaldo. Mais c'est pas le même salaire. Pourtant, lui aussi, il joue en Ligue 1. Pourtant, lui aussi, il est professionnel. Pourtant, lui aussi, il joue dans une équipe. Pas pareil. Ah bah, dans le métier, c'est pareil. T'as des mecs qui sont là. Quand je dis aux gens, trouve-toi un vrai travail d'abord. Et le soir, travaille ton spectacle. Et le jour où tu vois que ça avance, arrête ton travail et envoie. Parce qu'en vivre, c'est pas facile. Non, je sais. Je sais que tu avais commencé tes vidéos pendant le Covid, je crois, Ouais. avec ton fils, non? Ouais. C'était Khalil. Exactement. C'est D'accord. Khalil qui est ici. Et Bah, moi, c'est- j'ai trouvé ça super touchant. Parce que, déjà, l'approche a été différente, mais ça transpirait la sincérité, en fait. Non, mais c'était vrai. Non, mais moi, ça m'a touché, donc j'ai aimé. Et la question que je te pose, c'est une question que je me suis posée aussi pour moi par rapport à mon fils. Dans l'absolu, qu'est-ce que tu aimerais que ton fils retienne de toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse? Entre ce que tu lui enseignes, entre ce qu'il voit, entre ce qu'il pense de ce que tu fais. À la fin, si tu avais la télécommande, je voudrais que ça soit ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il retienne de toi? Bah, les sacrifices que je fais pour qu'il soit bien. Tout simplement. Qu'il manque de rien. Et qu'il sache qu'il manque de rien parce que papa, il a travaillé, parce que papa, il est en tournée, parce que papa, il va en tournée, il rentre tard la nuit en voiture pour pouvoir être le matin avec lui, peu importe la ville où je suis, qui retient tous ces sacrifices que je fais pour que lui, il soit bien. Mais soit bien, c'est pas matériellement. C'est pas au niveau matériel ni au niveau argent. Ça, on s'en fout, l'argent, ça va, ça vient, le matériel, ça va. Mais ce qui reste, c'est la bonté, l'éducation. Il a une mission aujourd'hui, à son âge, c'est d'être bon à l'école, de ne pas baisser les bras et d'être respectueux de tout le monde. Tu as fait une musique qui s'appelle Respect, qui, je crois, jusqu'en 2185, elle sera toujours d'actualité. Parce que le respect, il y a plein de gens qui le demandent, plein de gens qui le veulent, mais plein de gens qui ne comprennent pas la définition de ce mot-là. Respecter les gens, c'est vraiment ne pas les juger, être gentil avec eux, c'est ce que je veux que mon fils retienne. Mon fils, il voit bien que son papa, entre guillemets, tout le monde l'aime bien. Parce que je fais tout pour qu'on m'aime bien. Je ne dis pas de gros mots, j'interviens pas dans les conflits, j'essaie d'arranger ou de conseiller quand je peux. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas un prophète, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Quand je pleure, je me cache. Je ne veux pas qu'on me voit malheureux, parce que je ne suis pas Boudère malheureux. Tu vois, quand je sors de chez moi, en venant pour te voir, bah, dès que je sors de chez moi, même si je vais au marché, je suis au travail. C'est quoi, je suis au travail? Je suis souriant. Moi, quand on m'arrête dans la rue, on me demande des blagues. Hé, Boudère, raconte-moi! Attends, parce que là, je viens de perdre quelqu'un. Mais tu peux pas raconter ta vraie vie aux gens. Tu peux pas lui dire, écoute, là, je sors d'un décès, poto, c'est compliqué. T'as vu? J'ai décalé ton rendez-vous là, parce que j'ai quelqu'un qui est aux portes du truc. Donc voilà.
j'accepte ce rôle-là. J'accepte ce côté... On peut pas on peut pas prendre de ce métier que ce qui est bien. On s'appartient aux gens. Je ne refuse jamais, je ne refuse jamais une photo. Faire une photo avec quelqu'un, c'est la base. Parce qu'on est très content quand ils viennent dans notre salle. C'est chiant des fois, bien sûr que c'est relou, mais ça fait partie de notre travail. Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote très vite. Une fois, j'étais en tournée et j'étais avec un artiste très, très, très connu dans la musique française. L'un des plus grands qui existait en France. Et on sort comme ça. Et bon, à l'époque, j'étais très connu. Et on me demande des photos. Et je reste, et je reste, et je suis resté au moins 1 heure. Et je fais des photos, et je fais des photos. Il vient, il me prend par la nuque. Déjà, je vais voir de ça. Il me prend par la nuque, il me dit, tu sais, tu es encore jeune dans le métier. Quand tu comprendras que refuser la photo aux gens, c'est comme ça qui t'environt le plus. Parce que, attends, parce qu'il a dit, il n'y a que ce qu'il y a de rare qui a de la valeur. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je peux juste te rajouter un truc, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de... C'est un monument de la musique française. Je peux juste rajouter un truc. Il me dit, vas-y, avec un sourire en coin, je lui dis, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est rare a de la valeur. La seule différence, c'est que s'ils ne sont pas là, je ne suis pas là. Exactement. Il n'y a rien d'autre. Exactement. Il n'y a rien d'autre. Exactement. Donc, on aime les avantages de cette profession, mais il faut en prendre les inconvénients. Aussi. Voilà. Après, c'est vrai que quand tu as une notoriété, moi je pense qu'une notoriété, elle sert à quelque chose. Elle sert à des causes, elle sert... Depuis que j'ai commencé, depuis que vraiment, au niveau notoriété, ça va, mon combat, c'est les enfants dans les hôpitaux. Oui, on allait à l'hôpital Necker, tout ça. Toujours, pareil, ça a toujours été ça. J'ai toujours été dans ce truc-là parce que souvent on dit faut pas oublier d'où on vient. Moi, je viens de l'hôpital Necker. J'ai pas honte de dire ça. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis arrivé, je suis né en août 78 au Maroc. J'avais une bronchiolite et un asthme très prononcé. Et à cette époque-là, le village où je suis né, bah, il connaît le docteur du village, qui était aussi placoplâtre et mécanicien. Lui, il savait pas ce que ça voulait dire ça. Donc il a dit à ma mère, celui-là, normalement, on est en août, au mois de décembre, il passera pas l'hiver. Normal. Il est tout petit, il est tout bleu, il a du mal à téter parce qu'il se fatigue vite. Il a des petits poumons. Moi, voilà, j'ai l'habitude avec des chèvres et des ânes, mais là, ce truc, je connais hop. Lui, normalement, il va mourir. Et ma mère a pris son stylo et elle a écrit à mon père qui travaillait ici en France. Elle lui a dit, écoute, voilà ce que dit le docteur. Et tout. Donc, le temps que la lettre arrive, hein, c'était pas... Elle a mis 3 semaines pour arriver. Et mon père, il lit la lettre, il dit, mais jamais de la vie, cet enfant, il va vivre. Je vais vous ramener en France. Donc, il écrit, il donne la lettre à mon oncle qui venait, justement. Et là, il y a une péripétie. Je suis en train d'écrire un truc sur ça, parce que il y a une péripétie où on dit à une maman, qui est ma mère, j'avais mon grand frère Hassan, qui était déjà né. Et à l'époque, tu sais, c'était pas... Nos parents, quand ils sont venus ici, ils sont venus pour travailler et repartir. Ils n'étaient pas dans l'idée de ramener leurs enfants ici. C'était pas un projet. Ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait au Maroc. Là, ils travaillaient bien. Enfin, voilà, mon père, il arrive à l'âge de 15 ans ici, passer son CAP, son truc. Enfin, bref. C'est pour ça qu'il parle très bien français. Et il dit à ma mère, non. Je vais vous ramener, on va faire un... Il va venir se soigner en France. Donc ma mère, qui était dans un village de piétons, elle n'est jamais montée dans une voiture, parce que c'est un village de piétons. On lui demande, en un espace de temps de prendre la voiture pour aller à la grande ville, prendre le car pour aller à Casa, prendre l'avion pour aller à Paris. C'est-à-dire qu'en 1 semaine, elle a fait tous les moyens de locomotion de l'époque qu'elle n'a jamais fait. Qu'elle n'a jamais fait. Ouais. Donc, et elle arrive et on lui arrache son bébé. On prend, moi. Et on met à l'équerre. Et elle se dit, bon, je vais pouvoir rester avec mon fils. Mais à cette époque-là, dans les hôpitaux, tu n'avais pas le droit de dormir avec tes enfants. D'accord. Le lit est arrivé, tu sais, l'autorisation que les parents restent, ça arrive bien après, voilà. Ouais. Donc ma mère, il fallait qu'elle dépose le petit, qu'elle me dépose, et qu'elle aille à la maison et revenir le lendemain matin. Sauf que c'est une maman rebeu, marocaine, tout ce qu'on veut. Donc le matin, elle venait avec du pain qu'elle avait fait, elle donnait à toutes les infirmières. C'était vraiment la coqueluche du truc. Et moi, ça a duré 6 piges. 6 ans? Pas 6 ans dedans, 6 ans, je fais ces allers-retours. Ouais, mais 6 ans quand même. 6 ans à l'hôpital.
Et à cette époque-là, je m'en rappelle qu'il y avait des mecs qui venaient habillés un peu différemment différemment des docteurs, qu'ils avaient des couleurs, ils faisaient des blagues pas drôles, mais qui faisaient rire mes parents, qui me faisaient rire moi aussi, qui faisaient passer un petit peu la pilule des examens. Et c'était des clowns dans les hôpitaux. D'où ton film. D'où mon film Le Grand Cirque. C'est un truc de fou. J'ai voulu leur rendre hommage à travers ça, rendre Magnifique. hommage aussi aux infirmiers et aux Magnifique. infirmières. Et je me suis dit, si un jour je dois réaliser un film, ça sera ça. Super. Et un autre, ça sera l'histoire de ma maman qui part du C'est fou, village ça. pour C'est fou, ça. et donc voilà. Et pourquoi je te racontais ça, c'est parce que je me suis dit, moi, j'oublie pas d'où je viens. J'étais à l'hôpital Necker. Je suis encore en relation avec Claude, qui était l'ancien directeur de l'hôpital Necker, qui aujourd'hui à Rabat, il est à la retraite. C'est lui qui a inventé les pièges jaunes, pour te dire. Qui avait été récupéré après par Bernadette. Chirac Ouais. et tout ça. Là. Mais c'est lui qui a inventé l'histoire des pièges jaunes. C'est fou. Ça, c'est une belle. Claude, ouais. Je Et trouve- donc voilà, et puis je me dis, aujourd'hui, je crois que ma notoriété, elle sert à ça. Elle sert pas à aller manger gratuitement, ou à rencontrer des meufs, tout ça. Je suis pas sûr que ce soit ça pour moi. Moi, je pense que Comment pour ça, moi, t'es c'est pas ça. sûr? T'es sûr? Non, je suis sûr et certain. Ah, ok, d'accord. Non, non. Non, parce qu'il y en a d'autres qui le font. Donc, Toi, tu m'as fait peur, t'es pas Ouais. sûr, il faut que tu réfléchisses. non, non, je suis sûr et certain que moi, peut-être. Je sais que chaque être humain a une mission. Il faut juste la trouver. Non, non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, je pense qu'on est proche de la vérité quand on est le plus proche du sol possible, très terre à terre. Ah en oui, fait. oui, bien sûr. Tu vois. Et est-ce que il y a une question que je pose tout le temps, c'est est-ce que dans ta vie, au niveau professionnel, personnel, tu as le souvenir d'une fois où on t'a vraiment manqué de respect? Pas qu'une fois. Non mais une qui t'a marqué, qui t'a vraiment touché, où tu te dis là vraiment voilà. Par une autre star, par une autre personne connue. Peu importe. Peu importe. Le truc qui t'a vraiment touché le plus. Le nom du podcast, c'est respect, donc par définition, voilà. Ah, le truc qui m'a manqué, qui m'a vraiment touché, mais c'était pas dans le milieu artistique. Peu importe. C'était vraiment c'était un entretien d'embauche. Mais je les remercie aujourd'hui, tous ces mecs-là, parce que grâce à eux, j'ai fait autre chose et je suis quelqu'un d'autre. Ça se trouve, ils ont été dans mes salles avec leurs enfants. D'accord, Tu vois, vas-y. j'arrive dans un entretien d'embauche, c'était pour une banque. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était pour une banque. Ils retiennent mon CV. Bon, à l'époque, c'était CV sans tête. CV, mais ils retiennent mon CV par rapport aux résultats comptables que j'ai eus, enfin voilà, par rapport à plein de trucs. Et moi, j'arrive et on me dit, voilà, c'est un entretien pour une banque, donc il faut être bien habillé, tout ça. Donc je monte chez mon voisin, Doums Mamadou, Kébé, j'embrasse. Je dis, écoute, la semaine dernière, c'était le mariage de ton oncle et tout. Et j'avais vu ton petit frère avec un costard. Il me dit, ouais. Je dis, vous l'avez rendu ou pas encore? Il me dit, non. Je dis, prête-le-moi, j'ai un entretien d'embauche. Il me dit, ok, il me prête le costard. Donc je mets le costard. J'avais pas de chaussures avec des crampons à l'époque. Je marchais en crampons dans la ville tellement j'étais en ouf. Puis je vais chez ma voisine qui est Aurélia, une Corse. Je dis, Aurélia, je sais que tu fais de la danse classique. Tu fais de la danse claquette, je sais pas quoi. Prête-moi tes chaussures, j'ai un entretien. Elle prête ses chaussures. Les claquettes. Ouais, des chaussures un peu à talonnettes Ouais, et ouais. tout. Et j'y vais, je fraude. Trop, mais je fraude et tout. Là, c'était à l'époque de la carte orange et tout. Je fraude, bon, il n'y a pas de contrôleur. J'arrive. Et je m'installe, Kamel, c'était une salle un peu comme ça. Et je m'installe. Et t'as vu, quand t'as un entretien d'embauche, t'arrives, t'installes, tu regardes les autres candidats. Moi, bien, il n'y en avait pas un en dessous d'1m80. Et tous des totés Palmolive. Tous des totés shampoing, LCF de L'Oréal, des moches. Il y en a un, il attendait, il faisait ça. Je dis, ah ouais, laisse tomber. C'était beau gosse, fini, mon frère. Je me suis dit, ils ont pris mon CV pour se foutre de ma gueule, quoi. C'est pas possible. Il n'y en a pas un qui avait, en tout cas physiquement, pas un qui avait un prénom à connotation maghrébine. Enfin, je pense. En plus Oui, dans ma tête, parce que Ouais. tu sais, tu te de fais ce des que tu films. vois, quoi. Et moi, je suis là, je suis assis et je suis en train de me dire, ouais, peut-être qu'ils veulent la fantaisie dans ce truc, tu vois. Tu sais, je commence à me mettre dans un truc. Et là, je vois passer des gens. Je dis, ah, elle, ça doit être la collègue relou. Et je m'imagine déjà, je suis pris. Et je rentre, je m'assois. Le mec, il me téma. Il me dit, vous êtes là pour. Je dis, bah, c'est moi, M. Benyamna, Mohamed, c'est moi pour le poste d'aide comptable à l'époque. Il me dit,
Ah ouais, être comptable et tout. Mais vous pensez vraiment que vous allez être comptable? Je regarde, je me dis, c'est un sketch. Mais je dis, tu sais, à l'époque, on nous apprenait, oui, faites attention, il y a peut-être des pièges d'entretien, faut pas perdre son sang-froid. Donc moi, je rentre dans un délire où je me dis, il cherche à pousser, à voir... Dans tes retranchements. Voilà, de me dire, est-ce que je suis violent? Est-ce que donc je fais le camé? Non, non, oui, vous savez qu'aujourd'hui, la société... Tu sais, je rentre dans un truc, je commence à utiliser des mots que même moi, je maîtrise app. Des mots en sion, mais la consultation, la manifestation, la programmation... Enfin, il regarde mon CV et il me dit... Et c'est lui qui me dit ça. Il regarde, il me dit, mais je vois que vous êtes éducateur de rue et tout. Je lui dis, ouais, je fais ça le week-end et tout. Travailler, nanani, nanana. Et puis, mais je l'esquive, tu vois, en disant, oui, je fais ça parce que moi, la semaine, moi, c'est les bilans comptables que j'aime, c'est la balance, c'est le plan comptable. Je sors que des mots sur la comptable. Voilà, pour qu'il voit que je maîtrise mon sujet. Il me dit, non mais, vous savez ce qui m'est arrivé le week-end dernier? Je lui ai dit non. Il me dit, figurez-vous. C'était l'époque, hein. C'était l'époque des arracheurs de portables. Je marche dans la rue. Et là, il y a un petit mec qui m'arrache mon portable. Il part au courant. Et j'ai eu, bon, c'était un arabe, comme ça. Ah, il te dit comme ça, direct. Ah oui, je vois que c'était un arabe et tout. Et je me dis que s'il y avait plus d'éducateurs comme vous, il y aurait moins de vols de portables. Et moi, je le témoin. Je dis, non, mais attends. Oh, putain. Peut-être c'est encore... Et moi, Golemont que je suis, peut-être c'est encore un piège Boudère. Je peux encore avoir le poste. Ouais, je me dis, c'est un piège, il est en train de voir, il te teste. Je dis oui, je pense que ça, mais bon... mais en même temps, je pense que la compta l'aurait sauvé, ce mec-là. Tu sais, je commence à rentrer dans un... Mais je suis que dans la compta, moi. Le mec, je ne sais pas que dans la compta, la compta. Et il me dit... et là, bon, là, il me dit, ouais, non, mais attendez, oui, non, mais vous savez, je vois beaucoup de gens entre hier et aujourd'hui. Je vais être honnête, je vais être très honnête avec vous. Bon, on a besoin de gens comme vous dans les quartiers pour les calmer. Et moi, à les calmer, là, j'ai dit, il n'y a plus de piège. Ouais, mon frère, il est ouf, ce mec. C'est fini. Ouais. Mais je suis entre eux. Je vais te niquer ta mère dans ma tête. Il y a mon fils qui est là. Je suis entre ça ou entre elle. Tu te fous de ma gueule, tu t'arraches la tête. Je suis dans un autre. Dans ma tête, il y a plein de genoux qui arrivent. Boudère, mords-lui le visage. Boudère, et croque-lui l'œil. Je suis dans des trucs comme ça, tu vois. Et je me dis, bon, je vais quand même rester digne. Je vais rien dire. Croque-lui l'œil. Parce que je me dis, vas-y, je vais pas lui donner raison. Si je l'insulte, si je suis en méchant avec lui, ça veut dire que je lui donne raison. Je donne raison de ce qu'il pensait. Ouais. Donc je dis, Tu vas le écoutez, conforter dans son truc. je dis, écoutez, monsieur, merci beaucoup d'avoir été honnête avec moi. Moi, je veux être comptable et je serai comptable un jour. Que vous le vouliez ou non, un jour, je serai comptable. Il me dit, non, mais faut pas le prendre comme ça. Je dis, ah, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi prendre les choses comme moi je veux quand même. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait presque 40 minutes on est ensemble. Je vous ai sorti tous les termes comptables possibles et imaginables que je connaissais. Je vous ai même donné des chiffres de plans comptables que j'étais vraiment un geek. Des 401 fournisseurs, 512 caisses, 44566 la TVA déductible. Rien que je disais que des trucs de ouf. Et lui, il était là, il me parlait que de quartier. Je lui dis, mais... Il me dit, ouais, non, mais c'est pas ça. Enfin bref, il se mélange. Je lui dis, écoutez, ben, c'est pas grave, l'entretien est fini. Il me dit, oui. Je dis, je vais récupérer mon CV. Il me dit, non, je vais le garder. Je dis, non. Ce que vous savez pas, vous, c'est que moi, pour venir, voilà ce que j'ai fait. Vous savez, ce costard, il n'est pas à moi. Il est à l'Assana, Québec, qui me l'a prêté parce qu'il avait le mariage de son oncle. Ça, c'est à Aurélien, une Corse. Peut-être je vais me faire arrêter par les contrôleurs parce que j'ai pas de ticket retour. Et vous savez, pour faire ce CV-là, il a fallu que je fasse 4 stations de métro pour aller dans une association pour imprimer le CV parce que nous, on n'avait pas de cartouche d'encre. Donc vous êtes assis là, tout va bien. Mais moi, avant de venir ici, il y a une vie avant que j'arrive chez vous. Il y a des étapes. Il y a des étapes avant que j'arrive chez vous. Et j'ai pris le CV, j'ai dit, allez, bon courage, je suis parti. Et lui, il m'avait vraiment... C'est chaud, hein. Mais s'il me regarde, je le remercie. Je le remercie tous. vraiment parce que c'est grâce à vous, monsieur, que je suis comédien. Mais malheureusement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu... T'as menti, par contre. Tu lui as dit, je serais comptable, mais... Ouais.
Ah si, je compte mon argent. Moi, c'est déjà pas mal. Et- Ouais, non, mais bon. Et tu as eu affaire à du manque de respect dans le métier par des gens, sans citer de nom, hein, par des gens connus. Ouais. Ouais, ouais. T'as une anecdote? Mais j'ai eu ma revanche. Vas-y. J'ai eu ma revanche. C'est un mec. À l'époque, c'était des scènes ouvertes. Scènes ouvertes, il n'y en avait pas 100 000. Il y avait le Trévis, Carré Blanc, Point Virgule, Bec Fin, Canotier, voilà. Ok. Ou le. Pas le Jimmy's, ça s'appelait le. Il y avait le New Morning, tu vois, Bien sûr. qui faisait aussi des fois Ouais. des scènes ouvertes. Mais il y avait le. Je ne me rappelle plus, le Jimmy's, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, il n'y en avait pas 100 000, des trucs comme ça. Et j'arrive et je me présente. Et en fait, à l'époque, tu arrivais à 19h. T'es connu déjà à l'époque ou pas du Non, tout? pas du tout. Tu arrives à 19h, et à 19h, il y a une dame qui écrit, dit, alors, pour la session de ce soir, il me faut un cracheur de feu, voilà, un joueur de bowling, de trucs, un chanteur à texte, voilà, et un comique. Toi, tu lèves la main. Tu vois, ouais, moi, je suis comique, j'ai un sketch de 10 minutes, ok. Ouais, moi, je fais du jonglage, ok. Ouais, moi, je suis magicien, ok. Moi, je suis chanteur à texte avec une guitare, ok. Et tu venais. C'était ça, les scènes ouvertes. Ok. Trévis, tout ça. Et j'arrive dans la salle, je dis pas le nom de la salle parce que le mec, il saura, mais j'arrive et la meuf, elle dit non, 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 pas d'arabe. Je dis pardon? Elle me dit non, non. On a eu enfin voilà, il est circulaire, il veut pas de rebeu. Je dis, mais je suis gentil, moi. Non, je veux pas de rebeu, il a dit. Je pars, j'ai la haine contre ceux quand même. Une vraie haine dans ma tête. Je dis, ah ouais, putain, même les mecs qui ont réussi. Et je me disais dans ma tête, si Inch'Allah, un jour je réussis, j'espère ne pas devenir comme lui. C'est chiant des fois, hein, mais de donner le plus d'attention possible à quelqu'un qui arrive dans le métier. Parce que ça marque à vie. Je sais que c'est relou. Je sais que le mec, il va venir, il va essayer de te faire des vannes pour... moi, je peux pas te produire. Tout ce que je peux faire, c'est que si demain tu montes sur scène et que je viens de te donner de la force, ou je mets ta photo sur mon Insta pour que ça remplisse ta salle, c'est tout ce que je sais faire. Ça sert à rien de me faire des blagues devant moi. Moi, devant moi, ça sert à rien de faire des blagues. Il faut faire rire les autres. Moi, je suis un bon public, je vais rigoler, mais ça servira à rien. T'as pas envie de produire, toi? Non, oulala, quoi? Allez. Non, parce que c'est souvent. Je vais te raconter après l'anecdote de la production. Donc, moi, ce mec-là, bon, j'ai la Jora contre lui et tout. Allez, 22 ans après, une Jora, ça reste. Ça s'en va pas. Je viens pour faire une émission, et le mec, il me dit, Boudère, l'émission et tout, voilà les invités. Je dis, ah, il y a lui, là? Il me dit, ouais. Il me dit, non, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il se passe rien, moi. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, mais lui, il veut la faire parce que t'es là. Il a dit, ouais, s'il n'y a pas Boudère, c'est relou, nanana, nanana, s'il vous plaît, je veux Boudère. Et le mec, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, il veut que tu sois là, il veut que tu sois là, il veut que tu sois là. T'es sûr que c'est lui qui veut? Parce que, voilà, il me dit, je te jure, Boudère nous a rendu ouf. Si t'es pas là, c'est compliqué et tout. Lui, c'était un peu comeback, un peu pour lui aussi. D'accord. Ouais. Et là, je deviens le chicourt. Et ça, 22 ans après, j'ai ma... Tu sais, c'est comme dans Faites entrer l'accusé. Quand il y a un mec qui tuait quelqu'un, ils l'ont pas retrouvé, et 22 ans après, ils retrouvent le mec qui l'ont tué. Ils ont retrouvé le criminel. Donc j'arrive, je suis au maquillage et tout. Moi, dès que j'arrive au maquillage, je rigole avec tout le monde. Nanana, et lui, il arrive. Oh, mon Boudère, mon Boudère. Je dis, viens me voir dans la loge et tout. Je rentre dans la loge. Il rentre avec moi. Je ferme la porte. Et là, je dis, je vais te dire un truc. Et il devient ouf. Je dis, assieds-toi, tu veux boire quelque chose et tout? Il dit, non, non, qu'est-ce qui se passe tout? Je te rappelle, c'était en 99, c'était 2000. C'était exactement le 17 mars 2000. Tu lui dis ça, Ah clairement? oui, oui. Vas-y. Et là, il me regarde. J'ai dit, t'avais un endroit qui s'appelait ça. Il me dit, ouais. Il dit, écoute, je me suis présenté pour faire mon sketch. J'étais un pauvre type à l'époque. Enfin, un pauvre type, non. J'étais un pauvre mec qui avait des étoiles dans les yeux, qui avait envie de faire des sketchs. Et tu m'as empêché de faire un sketch parce que je suis rebeu. Moi, mais jamais, mais non, mais vas-y, mais j'appelle. Tu vas appeler qui? 2000, il y a 23 ans. Qui tu vas appeler maintenant? Je dis, non, mais je te le dis, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Mais il fallait que je te le dise. Il dit aux gens, tu vois, si je t'en voulais, au moment où ils m'ont appelé, je dis, il y a lui, ce clochard là, j'en veux même pas. Je suis pas dans ce truc-là, je suis pas dans une rancune de trucs. Mais, c'est resté pas que là. C'était resté là, je m'en fous. C'est resté là, poteau. Ouais.
Quand ça reste là, ça fait mal. C'est chaud. Et je dis, mais j'ai voulu nettoyer mon cœur. Et je te l'ai dit en face. Maintenant que tu l'as dit, ce truc-là, ou que tu l'as pas dit, ou que c'est vrai, ou que c'est pas vrai, c'est toi. J'ai dit, toi et moi, comme tous les êtres humains, tous on est ici, on a tous un point commun chez nous. On a tous un miroir. Tu te débrouilles avec le mec que tu regardes dans le miroir. Moi, je t'ai dit ce que j'ai pensé. À cette époque-là, je te détestais. S'en est suivi même une musique que tu as chantée qui était pire que Sistra pour WAM, alors que tu étais comique à la base. Je lui dis, mais je te l'ai dit. Ah, d'accord. Ok. Je dis, je te l'ai dit. Maintenant que je te l'ai dit, qu'est-ce que tu veux du thé maintenant? Tu veux boire quelque chose et tout? Vas-y, pas de problème. Et on s'est parlé de ça. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit merci. Merci de m'avoir parlé de ça. Moi, franchement, je te le dis, mais à culpa. Moi, cette femme-là qui travaillait pour moi, je m'en rappelle, elle s'appelait un tel. Je lui ai jamais dit ça. Il dit, bah, elle a dit, que ça venait de toi. Mais comment tu veux? Et quand tu ressasses un peu, il n'y a aucun rebeu qui est passé dans ton endroit. C'est-à-dire que même Jamel n'est pas passé chez toi à l'époque. T'es sérieux? Ouais. Bref. Il me dit, non, ma femme, maintenant, on s'est revus encore, il n'y a pas de problème. Servi, il en a reparlé, lui, à la télé, vite fait, comme ça, en disant, oh, on a eu un petit truc avec Boudère. Je dis, non, on n'a rien eu, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, moi, j'ai rien eu avec lui, ça y est, j'ai oublié. Ouais, non, mais c'est Mais il bien. fallait ça. Non, c'est bien. Fallait que je me venge comme ça. Et... L'anecdote de prod dont tu parlais, c'est quoi? Ouais, c'est qu'un jour, un pote à moi, humoriste, qui arrive et elle est dans ma loge et tout, on rigole et tout. Et je vais commencer le spectacle et je lui dis, et il me dit, Boudère, en fait, pourquoi tu produis pas? Et moi, je comprends qu'inconsciemment, il me parle de lui. Et lui est très doué. Je vais t'expliquer un truc. Qui est déjà établi ou on connaît pas? Il est connu dans le milieu du stand-up, il D'accord, avance ok, et je trouve ok. qu'il a beaucoup de talent. Et je D'accord. pense que s'il bosse bien et s'il s'entoure bien, ça peut être. Il peut faire partie du championnat des humoristes de Donc France. cette anecdote, elle est récente. Elle est récente, il y a D'accord. 3 ans, 2 ans. D'accord. Non, plus de 3 ans. C'était avant le Covid parce que j'étais au Grand Point Virgule, il est venu et tout. Et il me dit ça. Je dis, écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai une manière de bosser qui m'est propre à moi. Pourquoi? Parce que moi, je me produis. Je suis en associé avec mon ami et je me produis. Quand tu te produis, peu importe la date, tu te réveilles, tu y vas. C'est ton argent, frérot. Tu tapes pour aller travailler. Moi, j'ai fait presque 480 dates avec ce spectacle en 3 ans. J'ai pas commencé par les Zéniths. J'ai commencé par des salles de 200. Dans la même semaine, je faisais une salle de 2000, le lendemain, une salle de 200. Plein de gens vont me dire, mais c'est une erreur de prendre. Non, c'est une envie de jouer. J'ai joué dans tous les villages parce que j'ai un message à passer aux gens. Vivez ensemble, bordel de merde. Soyons heureux ensemble. C'est ça mon spectacle. Ça parle de ça, du vivre ensemble. TF1, Vendredi c'était permis, tous ces trucs-là me permettent d'avoir un public universel et large. D'avoir des enfants de 5 à 77 ans. J'ai dit 5 parce qu'une fois j'avais un enfant de 5 ans. Et je lui dis à partir de maintenant, je dirais, comme toi t'es venu de 5 ans, je te jure que dès que j'ai une interview, je dis que mon spectacle il part de 5 à 77 ans. Et je lui dis voilà. Mais moi, pour en arriver là, j'ai sué les plaines. Je dis maintenant, je te donne un exemple. Si je te produis, toi, je sais que tu as beaucoup de talent. Mais aujourd'hui, tu n'es pas hyper connu. Donc, c'est du développement d'artiste. Développement d'artiste, c'est entre 100 et 150 000 euros sur 2 ans. Même sur 3 ans. Je te parle en chiffres pour que tu comprennes, je lui dis. Je lui dis maintenant, entre 150 000 euros que je vais sortir de ma poche. Donc, il va falloir que je me batte pour remplir tes salles, pour dire, allez voir mon gars, il est super drôle, allez-y. Toi, il va falloir que je te mette dans une salle. Là. Oui, dans une salle parisienne. Salle parisienne, ça coûte cher. La location de la salle, tout ça. Je te dis un peu comment ça se passe. Je vais voir les théâtres, je vais être en 50-50 avec eux pour pas avoir un épée de Damoclès sur la tête. Donc, mais toi, à un moment donné, tu auras tes droits d'auteur, soit 12% de la caisse. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, je vais pouvoir commencer avec toi à 80 € par soir. C'est le minimum syndical. Et là, il me dit, ouais, bah arrête, moi, je joue au Paname 5 minutes, je prends 60 €. Je dis, voilà pourquoi je ne produis pas. Toi, tu me parles de 5 minutes au Parlame, moi, je te parle d'une carrière. On n'est pas pareil. Pas pareil. C'est pas pareil. Mais ça, c'est peut-être lié aussi à... C'est la nouvelle génération. C'est lié à cette facilité de l'argent. Ouais, c'est ça. Du chapeau, payer au chapeau, faire des vidéos sur Internet où t'es sur Facebook où t'es rémunéré, sur TikTok où t'es rémunéré. C'est compliqué de venir, mais moi, je te parle pas d'argent. Je te parle de carrière. Je te parle d'être Al, que demain, tu schémas et tu dis, hey, maman, demain, je fais l'Olympia. Mais quand tu lui dis ça, pour lui, tu parles chinois? Ah, pour lui, je parle d'un autre monde, d'un autre métier qu'il ne comprend pas. Ouais, Boudère les ouf, il passe à autre chose. Non, parce que le jour où il a eu son spectacle et qu'il a joué son spectacle, qu'il a pris une résidence dans Paris, c'est-à-dire 3 soirs par semaine,
J'étais en train de manger au Paname, il est venu, il m'a dit hey, tu sais, je viens de comprendre ce que tu m'as dit là. Jeudi, on était morts et j'avais personne dans la salle. T'es sérieux? Et j'ai pensé à toi, Boudère. Je lui ai dit, bah, tu vois, un producteur où t'as personne dans la salle, lui, il perd de l'argent. Tu viens, tu lui demandes 200 € par soir. Sur 3 soirs, ça fait 600 €. Sur 4 soirs, ça fait 800 €. T'es déjà, 4 x 8, 24, t'es déjà 2500 € la semaine, le mois. Dans une salle où aujourd'hui, ton ticket moyen, il vaut 15 balles. Tu dois payer toutes les charges derrière, tout ça. Produit, je dis produit, comme ça tu comprendras. C'est ouf. Ouais, mais même c'est bien, tu le mets face aux réalités. Ah non, mais moi je dis produit. Hein. Ah non, c'est bien. Je dis frérot, produit, prends une petite boîte qui va s'occuper de ça. Et c'est des deals de production avec eux de pourcentage. Et produit, comme ça, tu sauras vraiment que ça coûte cher. Que avant d'en vivre. Ah ouais. Non, c'est bien, c'est très très bien. Oh, c'est super. Moi, Boudère, déjà, je suis trop. Enfin, moi, ça me touche que tu sois là. Ah bah moi aussi, je suis content. Franchement, j'espère que tu manques au paysage musical. Mais je le dis, hein. Je te dis pas parce que t'es là, je dis pas. Non, c'est gentil, vrai. Non, mais je sens que c'est sincère. T'as bien vu quand je suis en tournage, j'aime toujours avoir une ambiance entre les prises, une ambiance musicale et tout. Et ton morceau, que ça soit simple et funky ou respect, ça fait partie vraiment des morceaux que je mets tout le temps en boucle. Que je fais découvrir peut-être à des enfants qui ouais, je vois, mais ça me touche. Non, mais parce que c'est vrai, Kamel, on n'est pas là pour ce truc, on se connaît assez pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même la musique, même le rap, même. Alors moi, j'ai jamais été dans le rap, mais vraiment, quand j'étais petit, moi j'ai une culture musicale via mon père qui est Keltoum, qui est Falid Al-Atrash. Je joue du oud, donc je suis plus. Tu l'as pas ramené. Pourquoi tu l'as pas ramené? Je suis un grand fan. Tu sais, mon rêve depuis l'âge de 15 ans, c'est de jouer du oud. Ah, le oud, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est tellement mélancolique. Ça fait combien de temps que t'en joues, toi? Bon, depuis que je suis petit, moi. Ouais. Et encore, je joue à l'oreille, donc chaque fois, je me dis, écoute, Boudère, vas-y, prends un an où tu prends des cours vraiment, où tu vois un petit peu et tout. Je joue à l'oreille, j'ai ce truc de même un piano, je peux reproduire des sons que j'entends. Je sais faire, ou à la flûte, ou au ney, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais j'ai cette culture orientale, musique, qui est Keltoum, Farid, Férouz. Voilà. J'adore. Tu vois, et j'ai baigné baigné que dans ça, parce que déjà, je comprends très bien. Donc, t'as pas une culture rap ou funk? Non, rap, ça a été plus des trucs qui passaient du moment. Tu vois, rap un peu moins. Franchement, moi, j'aimais ton truc à toi, parce que t'étais pas là à raconter une vie qui n'était pas la mienne, pas la tienne, ah non. À se dire venez les mecs, on monte sur un braco, s'il te plaît. Aujourd'hui, des fois, t'écoutes, je vais pas le citer, mais je travaille un pote à moi, un rappeur. Je m'entends super bien avec tous les rappeurs, on est très, très proches, même pour certains. Et je lui dis, mais c'est des dépositions que vous faites. C'est pas des chansons. Moi, je suis monté avec un pote, on est monté d'Espagne. Mais les gars, vous racontez tout, les gars. Mais les gars, balance, c'est ça le titre de l'album. Allez, viens, on balance. Je me arrêtez les mecs. Et c'est vrai que il y a un monde entre les chanteurs et ce qui sont dans la vie. Mais moi, et après, c'est comme au cinéma. J'aime bien aller voir un truc c'est du divertissement. J'aime bien voir un truc qui me divertit, qui me sort du monde ou des choses que je connais. Je peux pas aller voir un film sur un mec qui devient humoriste, parce que c'est ma vie, ça, je m'en fous. Donc un film ou un son sur un mec qui raconte les braquages, qui raconte la bicrave et tout, ça me parle pas à moi, parce qu'on a connu ça, on connaît, mais ça m'intéresse pas. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse en tout cas. Il y a deux choses, Boudère. C'est que moi, je vivais dans une cité qui était quand même très dure. Je voyais pas l'intérêt de raconter ce que je vivais dans la cité à des mecs qui vivaient la même chose que moi. Ouais. Petit 1. Et petit 2, moi, c'est la lumière au fond du tunnel qui m'intéressait. C'est que je me dis, déjà, moi, ma vie en cité, je l'ai aimée. J'ai passé des super moments. C'est les plus grosses rigolades, les meilleurs moments, c'est en cité. D'accord? Et je me suis dit, il y a aussi un côté positif en cité, quoi. La cité, c'est une question de tranche d'âge. Quand tu es jeune, c'est le meilleur endroit du monde. Et moi, quand j'ai fait ma musique, j'étais jeune. Voilà, stop. C'est aussi simple que ça. Quand tu es jeune, jusqu'à 18-19 ans, c'est imbattable. C'est le meilleur endroit. On peut te proposer même d'aller vivre à LA. C'est imbattable. Quand je partais en vacances, je pleurais. Non, mais Papa, viens, on reste, s'il te plaît. Mais allez, là, il fallait voir ta grand-mère. Voilà.
Mais papa, s'il te plaît, viens, on reste. Et la preuve, quand on allait en Kansva, on avait une application dans nos têtes, chercher le mec de quartier le plus proche. Et on restait entre nous, jouer au foot, on rigolait. Mais parce que quand t'es petit, c'est super. Tu fais du foot, tu t'amuses. Après, quand tu grandis, et que là, il faut faire ta place dans la société, il faut travailler, il faut te marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison, un chien qui s'appelle Bobby. C'est là où tu commences un peu à te dire, oui, là où la cité devient relou. Mais quand t'es petit, c'est exceptionnel. Donc voilà, moi, écoutez un mec qui me dit, voilà, ouais, moi j'ai grandi là, j'ai tiré sur lui. Oh, arrête. Et la funk, par mon grand frère, parce que lui, il aimait beaucoup la funk, je comprenais rien à l'anglais, mais j'aimais, dans la funk, j'aimais la basse. Ça j'arrivais pas à écouter un morceau sans isoler La basse. la basse. Parce que j'adorais la basse. Et plus tard, quand j'ai fait Beurre sur la ville, je suis déjà bien avant, je le connaissais, mais là, on est devenu plus potes avec Rachita, père son âme. Et Rachita, les gens. C'était quelqu'un de très bien, lui, d'ailleurs. Bah bien, c'était une encyclopédie. Ouais, non, c'était très, très intelligent. Le mec, il te met un morceau et il est là. Putain, écoute Jefferson à la basse. Ouais. Quoi? Ouais. Oh, écoute, Johnson, là, il envoie. Pam, pam, pam. Et toi, tu vas en secret, tu cherches pour voir s'il n'a pas mitonné. Tu vois. Ouais. Putain, le gros connard. Il connaît les mots, il connaît tout le monde. Il connaissait. Ah ouais. Non, je sais. C'est lui qui a fait la musique de Beurre sur la ville, tu vois. Ouais, Et j'avais été dans son studio à Châtelet. J'ai vu 2 mecs dans ma vie qui sont comme ça. J'ai vu Rachita, qui est une encyclopédie de la musique funk, tout ça. Et Julien Courbet. Alors, Julien Courbet, pas le sans aucun doute. Julien Courbet, le comédien. Ouais. C'est ce qui a, des Qui a oreilles joué comme ça, dans. qui a joué dans Le 16 oiseaux et ta mère, qui jouait Michael Rurty dans Le 16 oiseaux et ta mère. Il a joué avec moi dans Beurre sur la ville. Il a joué dans T'as craché dans ton yop à Il a l'époque, pas la joué pub. dans un truc que l'Oued. Non. Il a joué dans Il était une fois dans l'Oued, Il était une fois dans l'Oued. Voilà, Abdel Bachir. c'est ça. Je te jure, Louis Kamel, je te jure, hein, vraiment, musique. C'est vrai. Ah, c'est fou. Et il vient quoi, lui, d'ailleurs? Bah, lui, à un moment donné, il était revenu avec Beurre sur la ville à jouer avec nous. Il avait fait une pièce de théâtre et c'est compliqué. Tu vois. Quand t'écris pas, c'est compliqué. Donc, Ouais, c'est fou parce que moi, j'aimais bien. Pour moi, c'était le meilleur acteur. Ouais, j'aimais beaucoup. Franchement, un acteur, c'était exceptionnel. J'aimais beaucoup. Après, tout le monde me dit oui, mais il s'est enfermé dans des rôles où il fait le babtou rebeu, mais c'est les seuls trucs qu'on lui propose aussi. Parce que quand il fait l'été une fois dans l'Ouest, c'est juste un chef-d'œuvre, ce truc. Ah, mais j'ai adoré. Et voilà, non, mais un mec comme ça, et au niveau musical, Ah ouais, c'est fou, ça. quand on partait en tournée pour présenter le film, il mettait des boudins, je vais te faire découvrir la funk. Là, il mettait des morceaux de ouf. Mais moi, je connaissais App, hein, donc j'étais. Ah, mais il y a des vrais passionnés. Hein. Tac, là, regarde, pam, tac, le mec, il te sort les noms de ceux qui ont les arrangeurs. Ah ouais, c'est des passionnés. Toi, t'es Al, tu te dis, vas-y, mitonne, lui, ou quoi. Mais c'est une époque aussi où nous, quand on avait les vinyles, on regardait qui jouait derrière. L'ingénieur, c'est qui est-ce qui a mixé Exactement. On n'a plus ça maintenant. Tu vois, sur Apple Music, c'est fini. Tu sais plus qui fait quoi, tu sais plus. Mais c'est une autre époque. Mais c'est magnifique. En attendant, moi, j'ai été ravi de merci beaucoup. de Ça y est, te c'est recevoir. fini? Tu veux qu'on reste encore un peu? On a encore 4 heures. Je vais te laisser le mot de la fin, Boudère. Ton ressenti, comment t'as... Voilà, je te laisse finir avec autant de Je sincérité. vais finir que- avec une phrase. Longue vie à ce programme. Tout simplement. Mais c'est vrai, longue Je vie à crois ce que ça va me programme coûter de parce l'oseille. que t'es un vrai malin. Parce que, en fait, tu sais, on est dans un truc, on n'a pas l'impression d'être en... Je te jure, j'ai oublié ce micro. Je te jure, je croyais que c'était la continuité de mon nez à la base. Gros pif. Et c'est vrai qu'on est tellement à l'aise que vraiment on oublie un peu. On oublie on se livre. Et je suis fier de tout ce que j'ai livré. Hein, mais c'est vrai qu'on dit des choses qu'on ne dit pas dans les autres émissions. Parce que dans les autres émissions, on est plus un peu sur nos gardes. Respect. Là, on est chez Watt, quoi. Mais tu sais pourquoi? Non, mais c'est vrai que c'est vrai. Après, c'est sincère aussi, quand même. Parce que c'est bienveillant, Boudère. Oui, bien sûr. Moi, si t'es là, Non, mais je pense. si t'es là, c'est Bah, parce c'est- que je t'apprécie, je te respecte. Bah, et t'es si t'es Jacques- quelqu'un avec qui j'ai envie de parler. Voilà. Si tu te souviens, tu m'as dit Boudère, je t'ai dit dis-moi quand et où. C'est vrai. Dit, Ouais, c'est je m'en vrai. fous, moi, de Ouais, c'est vrai. ce que tu vas me poser comme Et ce question. que tu me dis, ça me touche parce que c'est exactement ce que c'est 2 potes qui parlent en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas d'approche, il y a pas d'approche Non, il n'y a d'interview pas de page de pub, il n'y journalistique, a tout pas ça. de. Il n'y a rien du tout. C'est 2 Mais potes tu en sais que plus. même le fait de ne pas faire ma promo, ça me fait du bien. Je te jure. Hein. Parce que quand tu es là pour faire une promo, tu essaies de trouver les bonnes réponses, tu essaies de mitonner un peu. Là, non. Là, voilà. Mais c'est pas le but Merci. et en plus le fait que tu me dises que tu t'es livré et que tu as dit des choses que tu disais pas, Ouais.
Eh ben, on est dans le concept parce que il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et je pense qu'on avait plein de Oui, choses à se dire en fait. Oui. Et moi j'aime bien. En tout cas, moi j'étais super ravi. Et Boudère, on va essayer À très d'éviter de se bientôt. revoir tous les 20 ans. Non, Non, un peu de Ouais. sérieux, Boudère. Non, parce que tu te caches. Ça, un c'est peu. avec Patrick Bruel. Non, C'était rendez-vous dans 10 ans. C'est Patrick Bruel qui fait ça. Non. Non. Mais toi, tu es aux États-Unis, man. Mais on va. Oh, il m'a dit, man. Ah oui, I speak English, man. Ouais. Non, mais oui, t'es aux États-Unis, donc, mais. Mais je te On promets, s'est- moi, on quand s'est je viens en souvent au France, au moins téléphone, ouais. qu'on se voit, Y a pas de Et problème. parce que Bah, non, on s'écrit déjà pas mal. Hein. on s'écrit pas mal, mais les gens, c'est important. Et quand ils sont encore là, il faut en profiter. Alors là, maintenant, quand je vais conduire très doucement. Parce que là, ce que tu vas nous dire. Non, je te le dis. Non, je rigole, Je te le dis. Non, mais Je te le dis, ça vaut Ça- pour les parents, ça tu vaut sais- pour les amis, pour les gens qui comptent. Je vais finir peut-être même avec une phrase de mon père Vas-y. qui nous dit toujours, mes enfants, pleurez pendant que je suis vivant. Pleurez pas une fois que je suis mort. Parce qu'une fois que je suis mort, ça y est. Pleurez maintenant. Ça sert à rien de pleurer après. Mais c'est tellement Il a vrai. raison. Mais c'est tellement vrai. Et voilà. Donc, il faut profiter des gens qu'on aime. Donc, quand Exactement. je viendrai en France, on essaiera de se voir plus souvent. Grand plaisir, mon Kamel. En Merci, tout cas, et merci, longue vie à Boudère. ce programme. Merci, c'est Ciao, gentil. ciao. Merci à toi. Ciao, ciao. Respect. 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 Respect.